à la fois au collège et au lycée. Et donc, c'est pour ça que tout d'abord, nous vous proposons un retour sur les notions. Il s'agit bien sûr de distinguer programme, programmation et progression, tel que le précise le bulletin officiel. Donc, au niveau du programme, donc le programme établit cette liste de thèmes, de notions qui sont à étudier pendant l'année, mais qui n'impose pas finalement un ordre pour les traiter, ou alors très rarement, si on prend bien sûr en compte les thèmes conclusifs, par exemple en géographie au lycée, ou l'ordre chronologique en histoire, qui est parfois difficile de modifier. La progression, elle, est élaborée par les professeurs en fonction de leur projet. Elle établit un ordre dans les apprentissages, un itinéraire, des étapes parmi les notions et les compétences, tout en tenant compte de points de passage obligés. Et elle s'efforce de déterminer un enchaînement précis des séquences de façon à éviter l'empilement et la juxtaposition de notions. Alors, quand on parle de programmation, par contre, on se préoccupe de la distribution chronologique et équilibrée des séquences dans le cadre de cette progression. Et on prend en compte, bien sûr, le calendrier scolaire pour pouvoir traiter l'intégralité du programme de façon plus équilibrée. Alors, ce qu'on observe, nous, sur le terrain, et ce que vous vivez peut-être aussi, c'est une tendance à privilégier l'histoire aux dépens de la géographie et de l'EMC. Et quand les programmes sont menés à leur terme, finalement, le temps consacré au premier chapitre de l'année est disproportionné par rapport aux autres thèmes de fin d'année. La volonté de bien faire des enseignants qui cherchent à accompagner au mieux leurs élèves, mais dont la mise en œuvre des programmes peut être maladroite, engendre ainsi un retard dans la programmation, lié soit à un souci d'exhaustivité, qui est incompatible avec le nombre d'heures imparties par semaine, soit un travail plus soutenu sur les méthodes en début d'année, qui finalement, concentré dans les premiers chapitres, entraîne par exemple un traitement de la Première Guerre mondiale en troisième qui est totalement disproportionné, ou le même cas se retrouve en première avec la Révolution française, qui, par le fait d'une concentration, d'entraînement et de tâches complexes dans ces chapitres, entraîne un traitement disproportionné. Alors, parfois, on retrouve aussi les deux écueils, à la fois ce souci d'exhaustivité, cette concentration des entraînements en début d'année. Alors, bien sûr, ici, il ne s'agit pas de stigmatiser des pratiques que l'on peut observer à la fois chez des enseignants débutants, mais aussi chez des enseignants, chez d'excellents professeurs, mais c'est plutôt l'idée de réfléchir ensemble à des outils pour mettre en œuvre une programmation qui serait plus équilibrée. Alors, nous sommes partis de vos besoins, avec ce premier constat qui est celui d'une mise en œuvre parfois difficile des programmes. Alors, cette petite image résume l'impression que vous avez souvent de courir constamment après le temps, entre l'objectif de finir les programmes, la correction des copies, le temps de travail consacré aux compétences et aux capacités, et toutes les autres missions que vous avez et qui finissent par vous épuiser. Alors, quand on reprend le bulletin officiel au collège, il n'y a pas de précision concernant les indications horaires. Cependant, il est vraiment nécessaire de mettre en œuvre une programmation qui respecte l'équilibre entre les trois thèmes en histoire, en géographie et en EMC. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de traiter un thème d'histoire, de géographie et d'EMC par trimestre pour respecter justement cette équité entre les différentes thématiques. Alors, au lycée, en seconde et en tronc commun, les programmes donnent des horaires indicatifs qui prennent en compte le mois de juin, qui pourtant est amputé par l'organisation des examens, grand oral, philosophie en terminale, français en première. Et donc, pour avoir une programmation réaliste, il faut faire abstraction de ces indications et plutôt les revoir à la baisse afin d'avoir pour objectif de finir le programme fin mai, début juin. Alors, les programmes indiquent bien sûr les points de passage et d'ouverture qui sont obligatoires, mais par contre, les autres points à aborder ne sont pas tous à traiter, comme l'indiquent les programmes. La formulation rappelle qu'on peut mettre en avant, et donc là, effectivement, c'est l'idée de pouvoir faire un choix. Alors, comme vous le montreront les formatrices et les formateurs dans quelques instants, il s'agit également de prendre en compte certains paramètres pour construire sa programmation, jours fériés, les heures qui sont consacrées aux épreuves communes, au brevet blanc, au bac blanc, toutes les interventions qui finalement représentent pratiquement 2 semaines incompressibles au collège et au lycée chaque année, auxquelles peuvent s'ajouter vos propres contraintes personnelles. Alors, l'idée, c'est donc de gagner en efficacité sans appauvrir ou simplifier à outrance les contenus. Et donc, c'est cette idée de problématiser les séquences en lien avec les programmes pour inciter les élèves à s'interroger sur les questions, à réfléchir selon un angle précis et permettre de choisir finalement des informations en évitant une accumulation de connaissances qui ne font pas sens pour les élèves.
Si on prend l'exemple de la Révolution française, qui représente une question qui est souvent difficile à traiter, elle est abordée dans le 4e sous l'angle du changement, qui permet de travailler à travers la Déclaration des droits de l'homme pour montrer les changements politiques, économiques et sociaux à partir de l'année 1789. On peut ensuite s'attarder sur le tournant du 10 août 1792 pour travailler le récit organisé entre causes, faits, conséquences, et marquer finalement le passage entre la monarchie parlementaire et la Première République, et enfin travailler sur le consulat et l'Empire pour s'interroger sur la poursuite de l'œuvre révolutionnaire avec Napoléon. Finalement, la terreur en elle-même n'entraîne pas de changement majeur, et elle peut être abordée rapidement par l'enseignant pour montrer une volonté de préserver les acquis face aux menaces de l'intérieur et de l'extérieur, sans entrer dans les détails qui pourront par contre être abordés plutôt en lycée. Alors, en effet, en lycée, cette problématique de la Révolution, ce travail de la Révolution est traité plutôt autour de l'idée de nation, et donc les événements choisis sont différents. Il n'est pas indispensable de retraiter à nouveau la Déclaration des droits de l'homme, mais plutôt de partir, par exemple, avec les premières, du procès du roi, qui est un point de passage et d'ouverture, et à partir de l'acte d'accusation de Louis XVI, de comprendre en fait comment on en est arrivé à une telle division de la nation, nouvellement mise en place avec la mise en œuvre de la souveraineté nationale. Et la terreur peut être abordée dans cette ligne pour s'interroger sur la question de l'unité ou de la division de la nation dans cette période. Alors, je vais laisser maintenant la parole à mon collègue Jérôme Chastan pour réfléchir cette fois-ci sur l'articulation entre apport de connaissances et travail des compétences et des capacités. Oui, merci beaucoup. Oui, en fait, quand on aborde un programme, alors bon, quand c'est un nouveau programme, les collègues de lycée ont une vision plus récente de cette question-là, on l'aborde essentiellement à travers, dans un premier temps, les contenus, c'est-à-dire cette fois la Première Guerre mondiale est en première, etc. Sauf que quand on rentre dans cette logique-là, évidemment c'est important, on enseigne des contenus, mais si on n'entre que dans cette logique-là, on se retrouve pris par un double problème, c'est-à-dire qu'il s'agit pas simplement d'ordonner les contenus, il s'agit de mettre en avant des compétences. Et ces compétences sont aussi dans le programme, puisque je vous rappelle que le programme, c'est une liste de chapitres, mais c'est aussi une liste de compétences, et qu'elles ont le même statut obligatoire que le programme. Et ces compétences-là sont faites pour guider les professeurs dans le travail qu'ils doivent mener, dans les choix qu'ils doivent faire. Ça permet de travailler sur deux effets toujours problématiques. Premièrement, éviter ce que ma collègue disait, c'est-à-dire le déséquilibre qui amène à dire on va faire la méthode en début d'année et on l'applique sur tout le reste de l'année, puisque ça pose problème parce qu'on va faire évidemment beaucoup trop long sur les premiers thèmes, mais ça entretient l'idée qu'une fois qu'on a posé les méthodes une fois, on n'a plus qu'à l'appliquer, il n'y a pas de construction progressive de cette méthode, donc ça aussi c'est quand même assez problématique. Et deuxièmement, c'est un moyen dans ce cadre-là d'affiner le choix des contenus et de la construction des cours. C'est-à-dire de véritablement cibler les cours par rapport à des objectifs pour les élèves. Si on part de l'idée que les élèves en fin de quatrième doivent être capables de rédiger un texte, on va dire, de 10-15 lignes avec 2 paragraphes et un argument développé dans chaque paragraphe. On peut imaginer qu'en quatrième, le premier thème aura pour but de les amener à développer déjà un premier écrit argumenté qui pourrait consister à identifier un point de vue, à comprendre la logique de certains arguments, voire ensuite de passer au développement d'arguments des élèves à partir de cette logique dans un moment suivant du cours. Et ça permet peut-être d'articuler le cours et de s'appuyer sur au départ justement des pensées qui sont des textes qui sont très structurés, très argumentés comme les textes des penseurs des Lumières, pour ensuite confronter cela au débat de la Révolution française. Et ça permet de cibler véritablement les thématiques. Et donc, ça nous amène à cette question, tout ça c'est toujours autour de cette question qui est la question première des professeurs d'histoire-géographie quand même, c'est-à-dire finir le programme, qui est une question toujours délicate, mais qui ne se comprend que dans cette dimension-là. C'est-à-dire que le programme, c'est évidemment des thèmes à aborder et des thèmes à traiter, mais aussi des compétences à faire travailler, et c'est tout cela qui va donner une cohérence et qui va donner le sens de la programmation et de la progression. De ça, on peut tirer peut-être deux axes de réflexion, deux enseignements. Premièrement, que ces contenus se placent dans une cohérence d'ensemble, en lien avec les compétences, je vais en parler, mais aussi avec des concepts, des notions qui vont générer des questionnements qui organisent le cours. Des questionnements qui diffèrent entre le collège et le lycée, et les collègues vous montreront par exemple comment une même thématique va être abordée différemment en collège ou en lycée.
Tout cela permet de choisir les contenus pour aller vraiment à l'essentiel. On peut par exemple penser le programme de 4e autour de l'idée de ce qu'on appelle la bourgeoisie, de la définition de ce qu'on appelle la bourgeoisie comme classe sociale par exemple, mais aussi comme portant des valeurs, portant un fonctionnement économique, puisque sur le premier thème, on peut consacrer le premier thème d'abord au ressort de son ascension économique, mais aussi à travers les discours qui vont être portés par les Lumières, mais pas uniquement, à sa volonté d'avoir une place plus importante dans la société, une place plus importante pour ses idées dans la société, que ce soit la liberté, le mérite, etc., pour ensuite arriver à la Révolution, à voir comment ces idées-là s'imposent et créent aussi des tensions. Et cette logique, cette réflexion sur ce qu'on a appelé la bourgeoisie, est poursuivie évidemment dans la suite de l'année à travers l'industrialisation, mais aussi à travers la Troisième République, qui reprend ses valeurs avec toujours les tensions qui demeurent, notamment sur la place des populations plus pauvres, notamment de la classe ouvrière qui s'affirme au XIXe siècle. Et donc, tout cela permet de réfléchir à dire, voilà, si je prends le programme comme ça, je lui donne une cohérence et je n'ai pas besoin de tout dire tant que ces éléments-là sont mis en avant. Et en seconde, si on reprend cette question du XVIIIe siècle, on voit qu'il y a un traitement plus large qui reprend les dynamiques, pas seulement des philosophes des Lumières ou de la bourgeoisie, mais de la société dans son ensemble, avec ce qu'on a les tensions dans la société d'ordre, c'est-à-dire on a travaillé sur l'appareil d'État dans le thème précédent. Là, on voit comment cette société s'insère dans cet appareil d'État, le contexte, les problèmes qui se posent. Voilà. Donc ça, c'est véritablement quelque chose qui est important parce que c'est quelque chose qui permet de questionner le programme et qui permet de faire des choix. Et ça permet aussi de rappeler que on est dans une logique spiralaire, on est dans une logique qui vise à former des citoyens en mesure de construire leur réflexion, en mesure de comprendre ensuite les décisions qui les engagent. En géographie, quand on va travailler, vous le verrez, sur le développement durable, quand on travaille sur les territoires, leur aménagement en géographie, le but, c'est de donner aux élèves des éléments qui vont leur permettre de comprendre pourquoi telles décisions sont prises, telles décisions ne sont pas prises chez eux ou à l'échelle planétaire. Donc c'est véritablement cet enjeu-là qui est de dire, voilà, comment je vais faire réfléchir les élèves sur telle notion et je vais les former au raisonnement. Donc, dernier point, dernier enjeu général avant de passer la parole à nos collègues, la question de la programmation se pense évidemment par rapport à l'évaluation. L'évaluation, c'est normalement, évidemment, la fin, mais c'est aussi le début, puisque l'évaluation, c'est de choisir ce qui est le plus important à la fin, ce que l'élève doit retenir. Dans l'idéal, il faudrait démarrer le cours en faisant l'évaluation, ensuite dérouler le cours à partir de l'évaluation. C'est extrêmement difficile, mais il faut avoir ça à l'esprit. Et 2 repères peut-être importants. Premièrement, c'est que il y a, en termes d'évaluation, le pilotage par l'examen, par le DNB, par le baccalauréat, même si par le baccalauréat sorti de la GGSP, on n'a plus d'épreuves terminales. Il ne s'agit pas de voir une forme vraiment comme un carcan, c'est-à-dire dire le développement construit, la dissertation, mais de réfléchir par rapport aux compétences que demande cette évaluation et de dire comment je fais pour que les élèves arrivent à la fin de la 3e aux compétences. Et quand je parle de carcan, il ne faut pas oublier que les examens ne vont pas nécessairement évaluer toutes les compétences que vous allez travailler avec les élèves. Le DNB ne travaille pas particulièrement sur le croquis, en tout cas travaille de façon assez limitée sur la cartographie et le croquis. C'est pas la question. C'est pas pour ça qu'il faut pas le travailler. Donc il faut toujours avoir ce recul. Et deuxièmement, ça permet aussi de ne pas se tromper d'évaluation et de bien calibrer ce qui est demandé. On est en pleine semaine de correction des épreuves de la GGSP. Ça permet par exemple de rappeler que la dissertation, c'est l'exercice de la GGSP et pas du tronc commun. Et qu'en tronc commun, si on arrive à amener des élèves au niveau de construction qu'est la dissertation, très bien, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est déjà d'avoir une partie argumentée, développée, mais pas autant qu'une dissertation. Voilà. Et de la même façon, l'essentiel, c'est que les élèves construisent les compétences qui sont associées à cet exercice-là, qui est un point de repère. Donc tous ces éléments-là, les collègues pourront les développer parce que ce sont les enjeux qui sont ceux de ce webinaire. Alors, donc, nous allons maintenant laisser la parole aux formatrices et aux formateurs pour vous proposer donc cette réflexion et ces différents outils. Donc, nous en profitons pour les remercier à nouveau de la qualité de leur travail et nous vous rappelons qu'il ne s'agit absolument pas d'injonction ni de modèle unique, mais plutôt de pistes de réflexion pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos propres progressions et programmations dans les contextes de vos établissements. Donc, nous allons laisser la parole à
Pierre Angers, donc professeur en lycée, et Manon Sfrekola, professeur en collège, pour aborder la construction d'une programmation à partir des compétences. Merci Madame, merci Monsieur Chastan, et bonjour à toutes et à tous. Alors, à la question à laquelle on propose de réfléchir dans cette présentation, à savoir pourquoi construire une programmation à partir des compétences, on peut répondre par deux objectifs majeurs. Tout d'abord, pour les élèves, l'objectif c'est de mieux fixer les connaissances en les manipulant par la mobilisation des compétences. Et pour les enseignants, l'objectif c'est d'avancer plus vite et plus efficacement dans le programme parce que partir des compétences pour construire une progression comme pour construire un cours, ça aide au choix du contenu à enseigner et ça permet de sortir d'un travail méthodologique qui se ferait pour les élèves sans manipuler le dit contenu. Pour travailler sur ces objectifs, on vous propose deux axes. D'abord, réfléchir à la progressivité des attentes sur les compétences liées au récit et à l'argumentation de la 6e à la terminale. Ensuite, proposer la mise en œuvre sur une année d'une progression autour de la compétence, réaliser des productions graphiques et cartographiques dans le cadre d'une analyse. Donc, bonjour à tous. En effet, en premier lieu, nous allons aborder la progressivité des attentes sur les compétences liées au récit et à l'argumentation de la 6e, donc à la terminale. Nous allons d'abord commencer par une très brève définition de la notion de récit, puis ça va devenir beaucoup plus concret. Le récit est l'une des capacités centrales de la discipline historique. Il est souvent pédagogiquement édifié à partir d'une problématique ou mise en intrigue et permet la mise en relation de données explicatives et l'analyse fine et poussée d'une multiplicité de sources. Le récit désigne, selon Bertrand Lanoux, qui enseignait au collège et a conçu une progression de la 6e à la 3e pour faire travailler aux élèves la capacité à raconter, un exposé de faits reconnus pour vrais, ayant pour visée de montrer des changements dans le temps et en s'appuyant sur des raisonnements structurés. Et il semble absolument primordial de toujours le distinguer de la fiction, car l'histoire est un roman, mais un roman vrai pour reprendre Paul Bell. Le récit indique donc un type de rédaction ou exposé qui exploite des connaissances concrètes, qui articule une multiplicité d'échelles, qui respecte des cadres spatio-temporels, qui vise l'interprétation et ou la démonstration et qui suit une chronologie. En bref, il est question d'une tâche extrêmement complexe, nécessitant la combinaison d'une multitude d'autres capacités qu'elle continue à construire et valider, comme décrire, maîtriser des connaissances, expliquer, situer. Alors, pour approfondir sur la notion en tant que telle et sa place dans la didactique, on peut vous conseiller un des ouvrages de Didier Cariou qui s'intitule très explicitement « Écrire l'histoire scolaire quand les élèves écrivent en classe pour apprendre l'histoire » et propose une réflexion très intéressante par l'approfondissement d'un des objets de la didactique de l'histoire, à savoir l'écriture pour apprendre. Alors ici, nous allons essayer de répondre aux questions suivantes. Donc, comment de la 6e à la terminale peut-on élargir et complexifier les attentes dans l'objectif d'amener les élèves à construire un récit historique organisé, argumenté et justifié en fin de parcours scolaire? Et dans quelle mesure ce questionnement finalement est nécessaire afin de fonder une progression intimement liée à la progressivité des acquisitions des élèves? Nous verrons d'abord comment construire ces compétences au collège pour ensuite aborder l'approfondissement et la consolidification de ces capacités à partir de la seconde. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on attend des élèves au collège? Ici, vous avez un premier découpage qui a été travaillé avec des collègues dans le collège et propose les attentes suivantes. Donc en 6e, un récit narratif plutôt guidé, visant à extraire des données de documents pour les rédiger de façon cohérente et chronologique. En 5e, on peut s'attendre à ce même type de récit, mais qui va intégrer l'explication. Donc l'idée de faire appel en plus, que les élèves fassent appel en plus à des connaissances mémorisées et comprises. En 4e, ce récit va intégrer donc l'argumentation, c'est-à-dire des continuités, des ruptures, des interactions. Et enfin, en 3e, on a quelque chose de plus construit, de justifié et d'organisé. Le développement construit, à l'épreuve du diplôme national du brevet, peut et doit aussi constituer la base des attendus que l'on se fixe. Attention parfois un petit peu à la nostalgie de la dissertation et à la perte de temps et d'énergie liée aux séances dites de méthode qui n'ont pas forcément d'ancrage notionnel. Pour en revenir au diplôme national du brevet, les barèmes prévus lors des corrections prévoient toujours une très grande flexibilité en termes de forme et surtout, il ne faut pas oublier que les épreuves mentionnent toujours un développement construit d'environ 20 minutes. Alors, nombreux élèves dépassent largement ce cadre et maîtrisent à la perfection des rédactions plus longues et plus argumentées, mais ce ne sont pas forcément les attentes institutionnelles.
Rédiger, ça demande un panel immense de compétences, s'approprier et utiliser un lexique spécifique en contexte, ordonner des faits chronologiquement, argumenter, écrire pour construire sa pensée et son savoir. Mais heureusement, ces compétences, elles sont transdisciplinaires et il ne faut pas oublier qu'on n'est pas les seuls à les faire travailler les élèves autour du récit. Alors, l'idée quand même pour faire face à toutes ces attentes, c'est de construire par palier. Vous avez ici un exemple de support beaucoup plus concret qui est proposé aux élèves, mais qui peut aussi être destiné finalement aux enseignants, qui nous permet de réfléchir à nos pratiques. Ce type de support permet de mettre en œuvre l'évaluation par compétences. Il explicite les critères de réussite, il favorise l'auto-évaluation et la progressivité dans la maîtrise des compétences. Ça permet un petit peu de sortir du cadre trop rigide présenté juste avant et qui montrait une acquisition très vague finalement, année par année. Encore plus concrètement, comment on traduit cette capacité, comment on construit cette capacité tout au long du collège. On a un élève, imaginons, de la 6e à la 3e, quels sont ses acquis, où peut-on espérer en arriver? Vous avez ici une échelle descriptive pour la compétence écrire pour structurer sa pensée et son savoir, argumenter, communiquer, échanger, qui a été réalisée par des enseignants de l'Académie de Reims. Vous avez la source juste en bas, peu en bas. Et il s'agit d'un outil encore plus intéressant car il permet de voir les acquis des élèves et de les penser finalement de façon un petit peu plus individuelle et de visualiser, par exemple, qu'un élève de 6e en très grande réussite sur la compétence autour du récit peut en être finalement au même niveau qu'un élève très en difficulté de 4e. Alors ça a aussi un côté un petit peu inquiétant, mais ça permet de se rassurer car en début de 3e, on peut espérer que dans le pire des cas, même les élèves en très grande difficulté soient quand même capables de rédiger des réponses de 5 à 10 lignes en répondant à une question et en utilisant des connaissances. Alors, il est totalement possible qu'ils ne parviennent pas encore à construire ni à organiser leurs réponses, ou alors qu'au contraire, ils tombent dans un hors-sujet en voulant trop en dire avec les courses à la réponse la plus longue possible. Et en fin d'année, on a ce fameux développement construit. On a aussi le passage vers le lycée. Alors, comment on fait face à tant d'hétérogénéité et comment on finit quand même le programme? Vous avez ici un exemple de programmation, du coup, sur l'année de 3e, qu'on a fait à partir de la rédaction. Le programme est souvent considéré comme très très lourd, infaisable, c'est vrai qu'on nous en demande beaucoup. Donc l'idée principale, pour gagner du temps, mais aussi ancrer les savoirs et les compétences, et ne pas bâcler la fin du programme en distribuant des polycopiés, c'est d'essayer de guider les élèves, mais surtout de les faire faire un maximum. Alors, vous avez ici un exemple pour la Première Guerre mondiale, donc qui intervient en début d'année, d'une activité qui fait en sorte que les élèves, après la prise de connaissance de documents qui visent à fixer des connaissances essentielles au déroulement spatio-temporel du chapitre, avec des notions clés qui vont émerger comme la guerre totale, la violence de masse. On a aussi des documents comme une frise chronologique pour les dates ou encore un document cartographique qui va permettre de découvrir les alliances. À partir de ces documents, les guider en classe pour qu'ils puissent rédiger ce qui va leur servir d'introduction, pour vraiment poser ce cadre. Alors cette introduction, attention, elle ne sera pas forcément complète, on n'est pas dans une dissertation, mais l'idée c'est que les élèves en classe vont fixer leurs connaissances en rédigeant eux-mêmes. On propose finalement une séance qui permet, à travers des questions très très guidées, de dégager les grandes lignes permettant de présenter le thème. Et pour ce thème, on peut s'arrêter là. Pour ce chapitre, on peut être content, ils ont appris à contextualiser. Sans s'en rendre compte, en moins d'une heure, ils ont rédigé à peu près 7 lignes. Ces lignes sont organisées à argumenter si on les a guidées. Ils ont fait appel à des connaissances, ils ont étudié des documents et ils ont défini eux-mêmes des notions centrales qui seront d'autant plus faciles à retenir. La moralité, c'est qu'on n'a pas perdu plus de temps que si on dicte ou si on fait projeter la trace écrite. Les élèves ont construit des savoirs, mais aussi des savoir-faire. Et on va pouvoir approfondir tout au long de l'année parce qu'ils ont à présent tous des bases sur lesquelles on va pouvoir construire. En positif aussi, on a la possibilité de différencier, c'est-à-dire que naturellement, on va aller davantage vers les élèves les plus en difficulté, on les voit travailler, on va pouvoir leur donner des amorces de phrases, des mots-clés, des connecteurs logiques. Et donc, ça va nous permettre aussi de visualiser un petit peu le niveau de tout un chacun. Alors, comme on approfondit à partir de ça tout au long de l'année, juste avant Noël, on va pouvoir proposer des activités qui, cette fois, visent plutôt à dégager un plan, quelque chose de plus argumenté, afin qu'ils puissent travailler après sur le brouillon, qu'ils se forgent des acquis. À partir de différents documents, cette fois, on peut se concentrer donc sur l'organisation des idées. On propose ici un travail d'1 heure en classe. Les élèves commencent par tout simplement extraire des informations.
En plus de ça, on peut se baser sur les acquis qui sont liés au chapitre de l'entre-deux-guerres, donc ils ne sont pas en train de découvrir non plus normalement le culte de la personnalité, ni la notion de propagande ou de censure. Et enfin, à partir de ça, alors ça peut être une carte mentale comme ici, mais ça peut être un tableau. L'idée, c'est vraiment qu'ils sachent organiser où va quoi, quelle info je mets où et pourquoi aussi. Et pareil que pour la Première Guerre mondiale, on s'arrête là. Ils savent faire, ils savent de façon guidée en tout cas, pouvoir organiser leur idée. On peut valider les acquis en proposant une évaluation où ils devront peut-être, par exemple, rédiger 3 paragraphes argumentés autour de chacune des grandes idées. Alors, en suivant ce rythme et en approfondissant tout au long de l'année, on peut espérer finalement un développement construit digne de ce nom après Noël. Il est inutile de le faire dès la Première Guerre mondiale pour les élèves en grande réussite. Et finalement, on aurait des bases assez solides pour envisager une maîtrise de la rédaction permettant aussi une entrée au lycée général et technologique sereine. Alors, à leur entrée au lycée, les élèves maîtrisent donc des connaissances, des capacités qu'il s'agit de consolider et d'étoffer en seconde en ouvrant sur les enjeux du cycle terminal, à savoir par exemple le changement d'échelle, la contextualisation, raisonner à partir des acteurs. Argumenter, c'est aussi une capacité essentielle à la réussite au baccalauréat en terminale et dans la perspective des études supérieures. Le travail sur cette capacité très générale doit passer par une progression méthodologique sur 3 années. Cette progression doit être appropriée par les élèves, elle peut servir à des auto-évaluations et elle doit en tout cas servir de base pour l'évaluation des enseignants. Je ne vais pas ici détailler ce tableau, on y retrouve l'essentiel d'une progression méthodologique en tronc commun vers la maîtrise de la réponse à une question problématisée. En revanche, je vous propose un exemple de consigne simple. Cette consigne correspondrait à un début de 2e trimestre en seconde, en l'occurrence le chapitre d'histoire sur l'ouverture atlantique. Là encore, sans rentrer dans le détail, il s'agit de consolider la méthode de l'argumentation par le récit qui, on l'a vu, a été étudiée au collège. Mais là, on va insister plus spécifiquement sur les acteurs et les éléments de contexte. L'idée de cette proposition, c'est donc d'abord, à l'image de l'objectif général de cette présentation, d'associer connaissances et capacités dans un même exercice pour que les élèves manipulent systématiquement les savoirs par la méthode pour mieux les fixer. L'idée, c'est aussi de proposer que chaque étape du cours soit pensée au travers d'un objectif méthodologique qui ne va pas être seulement celui de l'argumentation. À chaque fois, ces objectifs de capacité, de méthode constituent la première étape de la construction du cours et guident le reste, notamment le choix du contenu. Si je veux faire de l'écoute active, je travaille la prise de notes et je ne fais pas d'autres traces écrites. Même chose pour la présentation d'un document, etc. Nous allons passer cette fois à la mise en œuvre de la progressivité de l'acquisition d'une compétence à l'échelle d'une année. Et la compétence, ça serait cette fois réaliser des productions graphiques et cartographiques dans le cadre d'une analyse. Donc, comme pour le récit, quelques tout petits éléments de définition, mais on va aller encore plus vite dans le concret. Donc, construire des productions graphiques et cartographiques, croquis et schémas, c'est avant tout sélectionner des informations en réponse à un questionnement et classer et hiérarchiser ces informations. Donc, en effet, le croquis et le schéma sont des représentations abstraites, sélectives et hiérarchisées d'un espace géographique, un construit. Les élèves doivent choisir le bon langage pour expliquer et justifier cette construction. Une représentation spatiale nécessite toujours un cadre, figuré de surface, sur lequel interviennent des limites ou des échanges, figurés linéaires, mettant en relation des lieux, figurés ponctuels. Alors, vous avez encore ici, c'est un petit peu flou, désolé, une échelle descriptive pour la compétence réaliser ou compléter des productions graphiques et cartographiques. Et cette fois, en quoi ça nous intéresse? Donc, j'attire votre attention sur les 3 premières colonnes correspondant aux acquis d'un élève de 6e. On parle communément de coloriage pour faire référence aux attendus de cycle 3 avec le croquis de paysage, mais en réalité, c'est quand même intéressant de passer par là parce que les élèves, même lors de cet exercice qui peut paraître un petit peu superficiel, s'exercent et commencent quand même à acquérir des notions telles que celle de figurer. Alors l'idée, c'est qu'en 4e, du coup, on peut espérer qu'ils aient quand même des réflexes, des acquis, un petit peu de soins. Et on a fait le choix de cette année scolaire car il s'agit d'une année très très riche qui va permettre ici, donc notre but c'est d'ancrer les acquis, d'être capable, enfin que les élèves soient capables de choisir des figurés et d'organiser une légende.
Comme pour rédiger, l'idée est toujours d'y aller par palier et de favoriser donc l'explicitation des critères de réussite, mettre en place l'auto-évaluation et permettre encore une fois la progressivité dans la maîtrise des compétences à l'aide toujours d'outils comme celui-ci. Alors, concrètement, sur une année, comment on fait? Toujours dans l'objectif donc, que les élèves ancrent les acquis et soient capables de faire des choix, voire créer, dans le meilleur des cas, un croquis récapitulatif à la fin de l'année. L'idée, c'est que dès le thème 1, donc espace et paysages de l'urbanisation, qui intervient tout début d'année, on peut leur proposer un simple croquis de paysage. Alors, ça peut paraître encore une fois superficiel, mais ça permet de reposer les bases et ça permet de distinguer les différents espaces urbains aussi, donc CBD, périphérie. Mais surtout, l'objectif ici, c'est de voir aussi leur niveau en cartographie. Donc, on peut le proposer en évaluation diagnostique, à partir de laquelle on va pouvoir construire un petit peu la suite de l'année. Alors, on approfondit à partir du chapitre concernant le monde des migrants, donc, qui intervient à la fin du premier trimestre, début du deuxième. Et cette fois, on va vraiment approfondir et proposer un travail de réflexion autour de figurines. Alors, vous avez ici une activité qui vise à tracer le parcours d'un migrant. Donc, les élèves ont différents documents, c'est des textes. Et en 1 heure en classe, cette activité est faisable. L'idée, c'est qu'ils construisent la légende. Nous, on va revenir un petit peu sur les figurés et c'est eux qui vont choisir les bons. C'est vraiment notre seul objectif ici. Vous allez voir les rendus. L'idée, c'est vraiment d'amener les élèves à s'interroger sur comment traduire spatialement un phénomène géographique, un flux, un obstacle. Et alors, moi, j'ai proposé différents parcours selon le niveau des élèves grâce à l'évaluation diagnostique de début d'année. Mais pour différencier, pas la peine de multiplier, de faire 15 activités, on peut aussi tout simplement leur demander de placer plus ou moins d'informations sur la carte. Et c'est très intéressant aussi parce que finalement, ça les fait réfléchir à quelles informations sont primordiales pour la compréhension du chapitre. Alors, voici les rendus. Ils sont vraiment pas très jolis. Ils sont loin d'être parfaits. On note qu'il n'y a aucune organisation dans la légende, mais c'est pas ce qui nous intéressait ici. Là, on voulait vraiment que les élèves réfléchissent uniquement figurés. Alors voilà, ils traduisent un flux. On n'est pas sur l'organisation encore de la légende. On va pouvoir aller plus loin dans le chapitre du tourisme et ses espaces, qui intervient juste après, par souci de cohérence. Alors, vous avez une activité proposée par le livre scolaire qui propose un croquis récapitulatif à échelle internationale. C'est un chapitre intéressant parce qu'il y a beaucoup d'échelles. Il y a possibilité de le projeter pour que les élèves voient les enjeux mondiaux, puis la projection est assez intéressante, notamment en lien avec le chapitre sur les mers et océans. Mais notre but ici, c'est qu'ils sachent construire une légende articulée, ordonnée. Et petite parenthèse, on voit aussi qu'on rejoint les enjeux du récit. Et on cherche à ce qu'ils organisent leurs pensées. Donc, c'est peut-être un bilan de l'étude de cas qui peut être plus intéressant dans le but de les faire construire une légende organisée. Alors, avec très, très peu d'éléments, mais ils apprennent ici à classer les informations de façon cohérente. Le chapitre des mers et océans va nous permettre de construire de nouveaux savoir-faire. Après, donc, souvent les vacances de février, on est en cours de 2e trimestre, début 3e. Et c'est là où on va pouvoir leur demander de créer un vrai premier croquis de synthèse. Alors, il y a 2 façons de faire. Enfin, il y en a beaucoup plus même, mais j'en propose en tout cas. Une activité vraiment très guidée en fin de chapitre. Attends, excuse-moi, voilà, vous avez là par exemple des différentes étapes qui permettent de faire ça justement. Une activité vraiment très guidée en fin de chapitre, 1 heure en classe, mais qui évite du coup un récapitulatif écrit qui prend finalement tout autant de temps. Et attention, le support visuel, il se substitue ici à la trace écrite, c'est toujours dans l'objectif de ne pas perdre de temps. On ne fait pas les deux. Ça peut valoir de trace écrite finalement. Ou sinon, à la fin de chaque séance, si on a par exemple étudié en étude de cas le détroit de Malacca, on leur fait placer. Si on étudie les façades maritimes, on leur fait placer. Ça permet aussi un gain de temps. Mais encore une fois, attention, on remplace toujours la trace écrite ici par le langage cartographique et les élèves peuvent apprendre à partir de ça. En fin d'année, on va ancrer les nouveaux savoir-faire avec le chapitre sur les États-Unis, donc le croquis de synthèse du chapitre qui peut être fait ensemble en classe. Cette fois, je reprends quand même plutôt au fur et à mesure. Ils vont rajouter les infos. Normalement, on est vraiment dans l'ancrage du savoir-faire. Alors, c'est très organisé, c'est très concret. On s'approche des attentes du lycée, là. Et on peut ancrer les savoirs à travers une évaluation formative. C'est vraiment le point final sur cette compétence.
On remarque ici, on constate qu'il y a un réel décalage entre un croquis très complet ici et les attendus de l'épreuve du diplôme national du brevet. Mais attention, parce que la tâche cartographique réelle n'est pas évaluée au DNB en tant que telle, hein, c'est plutôt du repérage qui est également essentiel. Mais nous, ici, on a travaillé plutôt la compétence, donc, dans la logique de cycle finalement, une compétence essentielle au parcours scolaire et citoyen des élèves, avec classer, choisir des informations, mais aussi pour leur passage vers le lycée. Alors, l'objectif principal de cette proposition de progression sur l'année de première, ça va être, comme pour le collège, de faire du croquis et du schéma des outils d'apprentissage au même titre que n'importe quelle autre trace écrite pour pouvoir avancer plus efficacement dans le programme. Pourquoi la première? Parce qu'on y introduit une certaine épaisseur dans la compréhension de l'organisation de l'espace en produisant des productions cartographiques plus complexes. Et il y a aussi le fait que la thématique filée du programme de géographie de première, celle des recompositions spatiales, s'y prête particulièrement bien. Dans cette progression, j'aborde 3 des 4 thèmes du programme. L'objectif étant qu'en fin d'année, les élèves soient capables de réaliser en autonomie des productions graphiques et cartographiques qui appuient et illustrent une analyse. On procède par étapes. D'abord, un diagnostic de ce que les élèves savent faire en début de première en travaillant la capacité passer du texte au croquis. On complexifie ensuite la démarche en leur faisant fabriquer des schémas qui soient de véritables outils d'analyse et d'argumentation avant de terminer par la réalisation en autonomie d'un croquis de synthèse. On commence par le premier thème de l'année avec 2 temps différents. D'abord, un diagnostic pour mieux cerner ce que les élèves savent faire en partant des acquis de seconde. Puis, on s'assure que les capacités sont acquises. Lorsque l'on traite la question spécifique sur la France, c'est à ce moment-là qu'on évalue les élèves. Sur ce point, il faut se souvenir qu'il n'y a pas d'épreuve en fin de première. Ça veut dire qu'on n'a pas de choix contraint et que l'on peut choisir le rythme et les capacités que l'on souhaite évaluer en fonction de la progression que l'on veut construire. Pour commencer, donc, le diagnostic de ce que les élèves savent faire. Diagnostic que l'on réalise dans la 2e partie du chapitre. L'objectif, c'est de transposer ce texte en croquis. C'est le premier exercice de ce type de l'année. Le bilan, c'est que globalement, l'exercice va assez vite. Les élèves savent relever les informations, ils comprennent assez vite comment les faire apparaître dans un croquis sous la forme de figurés. Ils commencent donc le travail en classe, le reprennent chez eux et reviennent avec une légende qu'ils utilisent pour fabriquer un croquis dont voici quelques exemples, excusez-moi, croquis dont ils justifieront ensuite les choix à leurs camarades. Pour les élèves, il s'agit de manipuler et d'acquérir des connaissances par la construction d'un croquis qui se substitue à une trace écrite. Excusez-moi. Pour l'enseignant, l'exercice remplit les objectifs en termes de méthode, c'est-à-dire faire un diagnostic sur la capacité des élèves à construire un croquis et de connaissances qui sont apportées par le texte transposé et une étude de cas sur Harlem qu'on a fait en amont. L'évaluation des acquis se fait lors du traitement de la question spécifique sur la France. La démarche est toujours la même. Étude d'un corpus, mise en commun des informations en binôme. Je n'interviens pas dans cette phase parce que mon objectif, c'est la réalisation de la légende du croquis que certains groupes vont venir justifier au tableau. Et cette fois, en revanche, lorsque les élèves viennent justifier leur légende, l'enseignant intervient pour donner des indications en fonction de ce que les différents binômes présentent, avec le travail de leurs camarades en tête et les indications de l'enseignant. Les élèves reprennent chez eux leur légende et reviennent en classe pour réaliser le croquis aidé d'une grille de correction que voici. Bilan de cette séquence, la capacité de passer du texte au croquis est une bonne façon de faire le diagnostic de ce qui a été acquis en seconde. Relevé d'informations, organisation de ces informations dans un plan, choix des figurés, réalisation graphique, plus ou moins soignée. On est dans le cadre d'une transposition, pas encore d'une analyse.
L'objectif du chapitre suivant est donc plus ambitieux, la réalisation d'une production cartographique, cette fois dans le cadre d'une analyse. Au cours de ce deuxième thème, on va vouloir montrer que dans une métropole telle que Singapour, on peut vouloir montrer en tout cas que dans une métropole telle que Singapour, les activités ne sont pas simplement juxtaposées, mais sont reliées entre elles, formant autant un espace qu'un système productif à différentes échelles. La production de schémas proposant une analyse de cet emboîtement d'acteurs et d'échelles semble donc plutôt bien appropriée pour faire l'acquisition de cet objectif de connaissance. Un point sur les schémas, ils sont plus simples dans leur réalisation graphique que les croquis, mais ils sont aussi plus ambitieux parce qu'ils permettent une démarche interprétative qui permet de mettre en évidence la structure et la dynamique des espaces étudiés. Alors, à nouveau, cet objectif de capacité et de connaissance va nous occuper dans la deuxième partie du chapitre. Dans la première, on a fait l'étude des investissements chinois en Afrique, puis les élèves ont transposé un croquis en texte, cette fois, en réinvestissant le contenu de l'étude de cas. L'ensemble de cette première partie du chapitre a pris environ 2 heures. Et là, on voit l'apport d'une progression par capacité pour faire des choix de contenu parce que, en l'occurrence, une étude de cas et un croquis de synthèse suffisent pour atteindre l'objectif de connaissance et de capacité. La deuxième partie du chapitre, c'est donc celle qui est consacrée à la production d'un schéma. On part à nouveau d'un tableau de relevé d'informations qui comporte 3 échelles. Là encore, mon objectif étant la production du schéma, on se concentre seulement, lorsqu'on va reprendre le tableau en classe entière, sur les notions et le lexique spécifiques que les élèves, ainsi que c'est expliqué dans la consigne, que les élèves devront réutiliser dans leur schéma. Ces schémas, ils sont réalisés en groupe à une échelle donnée et ils sont présentés par chaque groupe qui passe au tableau pour justifier ses choix. On travaille donc bien dans cet exercice la capacité réalisation d'une production cartographique dans le cadre d'une analyse, en même temps que l'on fixe des connaissances sur le fonctionnement des espaces productifs auxquels Singapour s'intègre. On se situe dans une démarche qui est profondément interprétative, c'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas que les réalisations soient parfaites, elles ne le sont pas, mais qu'elles laissent voir des élèves qui ont raisonné. Dernière étape de l'année, le croquis de synthèse. C'est le dernier chapitre de l'année que l'on propose sous la forme d'un cours inversé. L'objectif est donné aux élèves, fabriquer un croquis à partir des éléments du cours, croquis qui puisse répondre à la problématique du cours. 3 heures en classe où l'on reprend le cours inversé avec les élèves, où l'on met en cohérence les informations clés qui ont été choisies pour apparaître dans le croquis, les figurés associés, où l'on repère aussi les espaces clés du territoire chinois. Les élèves arrivent en classe le jour de l'évaluation avec ce lexique graphique. Ils l'utilisent pour produire un croquis de synthèse qui répond à la problématique du cours ou éventuellement à une question connexe en fonction du niveau de la classe. Voilà pour cette présentation qui propose plusieurs pistes pour tenter de finir les programmes. Une tâche difficile, mais qui nous semble pouvoir être rendue plus simple si les objectifs de compétences ou de capacité deviennent les fondements, les premières pierres posées à la construction des cours que nous proposons à nos élèves, quel que soit leur niveau. Et c'est sur ce dernier point que nous rendons la parole. Alors, on a quelques petites questions dans le chat. C'est surtout des questions qui ont été posées par rapport à la dernière partie sur la Chine, à savoir si le flou de carte dont vous parliez était proposé, était fourni aux élèves, comment les élèves pouvaient justifier leur choix. Là, c'était aussi sur l'activité de seconde. En fait, à chaque fois, voilà, il y avait des questions sur de quelle façon se passait la justification des choix des élèves. Et savoir si les critères de réussite étaient formalisés avec les élèves. Alors, si on remonte dans le croquis, pour ce qui est des critères de réussite, ils sont systématiquement formalisés. Donc, par exemple, là, on a une grille d'évaluation qui est distribuée en amont aux élèves pour qu'ils sachent exactement, connaissent exactement les attentes. Lorsque l'on remonte alors, il faut que je remonte un petit peu loin.
mais lorsqu'on le remonte dans l'exercice sur seconde, vous voyez que les critères de réussite sont aussi systématiquement formalisés. C'est un critère de réussite essentiel. Si les élèves ne savent pas, ils ne connaissent pas les attentes, ils risquent pas de... En tout cas, c'est beaucoup plus difficile, notamment pour les élèves un peu plus fragiles, de réussir l'exercice. Et évidemment, ces critères de réussite sont fonction des capacités que l'on étudie. Pour ce qui est de la Chine, donc je reviens en arrière, je reviens jusqu'au bout. Pour ce qui est de la Chine, le fond de carte, globalement, en fait, c'est le principe d'un cours inversé. Donc, on leur a distribué un dossier qui comprend le cours, qui comprend des documents et qui comprend le fond de carte. Et à partir de ce dossier-là, on reprend avec les élèves les informations clés qu'ils ont choisi de faire apparaître dans leur croquis. On leur a expliqué que l'objectif, c'était qu'ils allaient être évalués sur un croquis en réponse à une question, à la problématique du cours, en fait. Et donc, finalement, on refait un petit peu le travail qui a été fait lorsque l'on a fait le diagnostic de ce que les élèves savent faire en début de première, à savoir passer du texte au croquis. On fait un peu le même travail, sauf que là, étant donné qu'on est à la fin de l'année, que les élèves ont acquis des capacités, qu'ils maîtrisent un certain nombre de savoir-faire, eh bien, on peut étendre ce travail-là à l'intégralité d'un cours et on peut les laisser donc relever les informations clés, les figurés associés. On met tout ça en cohérence avec eux et on peut tout à fait fonctionner sur ce chapitre-là comme on a fonctionné sur les chapitres précédents. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on demande aux élèves de venir justifier leur choix. Et l'idée, c'est vraiment qu'il y ait ce dialogue qui soit fait entre l'enseignant, entre les groupes qui passent au tableau, entre les élèves qui sont en classe, et qu'on travaille en même temps la justification des choix de la légende qui a été effectuée. On peut tout à fait envisager ça pour le chapitre sur la Chine. Très bien. Il y avait juste une dernière question, mais je pense qu'on a la réponse. L'activité que vous proposez, c'est une activité que vous avez conçue. Elle n'est pas dans un manuel. Oui. Voilà. C'était la dernière question. Alors après, évidemment, on peut s'appuyer dans le dossier documentaire sur les documents du manuel. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, on ne vous l'avait pas signalé tout à l'heure, mais bien sûr, tous les diaporamas, le webinaire seront à disposition sur le site. On enverra un message lorsque les ressources seront à disposition. Donc, vous pourrez les consulter de façon plus approfondie ultérieurement. Et les collègues donneront des ressources qui, justement, vont permettre de voir un petit peu développer leur réflexion et qui vous donneront des pistes. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'apprendre les méthodologies proposées, hein, je rappelle, vous êtes totalement libre de la façon dont vous construisez vos cours, la liberté pédagogique réside là-dedans, mais voilà, l'idée c'est que vous ayez des pistes pour vous donner des idées, pour vous donner des modes de réflexion. Voilà. Et c'est ça l'essentiel. Après, vous en faites ce qui vous intéresse et ce qui vous semble le plus pertinent. Donc, c'est vraiment cette idée-là de penser à la réflexion sur la progressivité, l'acquisition des notions qui facilite le choix dans les connaissances à apporter aux élèves pour prendre conscience justement de cette dimension spiralaire. Et c'est ce que vont nous proposer Madame Dunia Achera, qui est professeure en collège, et Madame Céline Trescas, qui est professeure en lycée, autour de l'étude finalement de la Première Guerre mondiale entre collège et lycée. Je vous laisse la parole. Et merci. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc avec Céline Trescas, on a réfléchi ensemble à cette question de la maîtrise de la programmation en partant d'un sujet qui est l'enseignement de la Première Guerre mondiale. Elle est enseignante en lycée et moi en collège. Et très rapidement, nous sommes venus à formuler le constat que l'enseignement de la Première Guerre mondiale, tant au collège qu'au lycée, pouvait soulever des problèmes relatifs à la maîtrise de la programmation générale. En fait, voilà. La Première Guerre mondiale, donc déjà c'est un sujet évidemment qui peut être particulièrement chronophage parce qu'il y a beaucoup de documentation, il y a une grande actualité historiographique et aussi les élèves sont souvent très curieux de la question, donc ça nous fait plaisir. On veut répondre à cette curiosité en étant toujours plus précis, en approfondissant toujours plus, mais là le risque c'est évidemment l'exhaustivité et il faut essayer d'échapper à cette tentation. Il est assez intéressant de remarquer la place de la question dans les programmes de collège et de lycée, parce qu'on passe en effet d'un chapitre introductif à un thème conclusif. En fait, la question, elle est traitée donc en troisième, et c'est le premier chapitre de l'année.
Et on retrouve cette question en première, tant en voie générale qu'en voie technologique. Mais là, ce n'est plus du tout un chapitre, c'est un thème entier et c'est un thème conclusif. Donc vraiment, là, cette place dans les programmes pose évidemment la question de la maîtrise de la programmation, parce qu'en troisième, évidemment, on ne peut pas y passer 6 semaines sans mettre à mal toute la suite de notre programmation, et en première générale ou technologique, eh bien déjà, il faut y arriver, il faut arriver à ce dernier thème et y accorder assez de temps. Donc, enseigner la Première Guerre mondiale au collège et au lycée nécessite finalement une maîtrise globale de cette programmation, et qui dit maîtrise de la programmation dit travail d'anticipation. Sur ce travail d'anticipation, on peut faire ressortir 4 moments que je vais détailler très brièvement. Donc, au préalable, il est nécessaire de bâtir une programmation avec des horaires effectifs. Puis, dans une première étape, on peut essayer, pour maîtriser sa programmation, d'entrer dans les programmes avec les concepts, avec les notions. Ensuite, toujours dans cette idée de maîtriser sa programmation, on peut essayer d'engager une sorte de lecture curriculaire des programmes en prenant une notion et voir comment elle va être traitée du collège au lycée. Et enfin, toujours pour maîtriser sa programmation, on peut essayer de comprendre les enjeux de la problématisation. Donc, pour commencer, en effet, il y a une nécessité d'établir une programmation annuelle, que l'on fait toutes et tous, évidemment, mais ça peut être intéressant de prendre conscience qu'il faut la faire avec des horaires effectifs. Là, je me suis amusée à faire celle de l'an prochain, en classe de 3e. Mathématiquement, on pourrait se dire qu'il y a 36 semaines de cours, qu'il y a 3h30 en 3e, donc on aurait 126 heures de cours pour cette classe. Et en fait, la première colonne, ce qui est en rouge, c'est vraiment les heures qu'on va forcément perdre l'an prochain, que ce soit les brevets blancs, s'il y en a un, il y en a 2, les jours fériés, le Pâques, l'Ascension, Pentecôte, le CFG, le DNB. Donc juste en enlevant ces choses qui sont assez incompressibles, on se rend compte qu'il y a déjà 30 heures l'an prochain qui font lever à notre programmation. Et dans ces 30 heures, je ne compte absolument pas les absences administratives pour les formations, comme ce matin, ou encore les absences personnelles, particulièrement en ce moment de mobilisation, etc. Donc, il faut penser à essayer de construire ce cadre avec des horaires effectifs pour ne pas mettre à mal déjà toute notre programmation toute l'année. Et une fois que ce cadre est fait, on peut entrer dans les programmes par les concepts et les notions. En fait, on se rend compte qu'à la lecture des programmes qui sont construits au collège et au lycée avec une architecture conceptuelle, en fait, les programmes sont bâtis sur des concepts structurants que l'on retrouve tout au long de la scolarité de l'élève. Alors, c'est un tableau qui n'est pas forcément exhaustif, mais en histoire, on retrouve toujours le concept de guerre, de révolution, de crise, de religion, de pouvoir, d'État, etc. Et en géographie, ces notions fondamentales d'habiter, d'aménagement, de développement, de ressources, de mobilité, et encore d'autres. Et donc, c'est assez intéressant de prendre la conscience de cette architecture conceptuelle des programmes pour ensuite engager une sorte de lecture curriculaire, c'est-à-dire de se demander comment ces concepts qui sont structurants vont être construits tout au long de la scolarité de l'élève. Donc, nous, ce qui nous intéressait, c'est la Première Guerre mondiale, donc on peut essayer de voir, si on prend ce concept de guerre, ça peut être intéressant de voir comment cette notion va être construite progressivement de la 6e à la terminale. Donc, de la 6e à la terminale, on se rend compte déjà que ce concept va être traité tout au long de la scolarité de l'élève, mais avec une grande progressivité. Il y a une sorte d'empilement, on va dire, par strate. C'est-à-dire qu'en 6e, quand on parle de guerre à un élève, en fait, on parle surtout de formes de guerre et on parle uniquement de la conquête. Et dans ces formes de guerre, on va, au fur et à mesure des années, approfondir, développer ces formes jusqu'à parler de guerre coloniale en 4e ou encore de guerre totale, d'anéantissement en classe de 3e. Donc, puis en 5e, on s'intéresse à la guerre en parlant aussi des origines et des acteurs. Quand on parle des acteurs à un élève de 5e, on parle des dirigeants, des chefs militaires, et il faut attendre l'année de 3e dans ce chapitre-là, dans cette idée des acteurs, pour parler des combattants, des vaincus, des victimes, de la société. Donc ce schéma, en fait, ça nous sert vraiment à comprendre que tous ces concepts qui sont structurants, il y a une construction longue et progressive de ces concepts.
Donc, on ne peut pas finalement attendre d'un élève de 3e qu'il maîtrise un peu tout le concept et toutes les arborescences de ce concept. Donc, ça permet vraiment d'ajuster nos objectifs, nos attendus selon le niveau de l'élève. Et une fois que ce travail de lecture est fait, mais on peut entrer plus précisément dans la problématisation de ces contenus. Donc, la question de la problématisation et de ces enjeux, bon, c'est une question vive des recherches dans la littérature didactique, à l'image du dernier livre de Sylvain Douceau qui est sorti cet automne et qui s'appelle « Le cadre de l'apprentissage par problématisation ». En revanche, ce n'est pas une lecture qui est la plus simple et lumineuse. Donc, on peut, avec tout mon respect évidemment, mais donc on peut entrer, si on veut s'intéresser à cette question de la problématisation, peut-être à l'entretien qui est en bas de la diapositive, l'entretien avec Michel Fabre, qui est très court, c'est une dizaine de pages, et vu que c'est un entretien, c'est quand même beaucoup plus facile, il y a une lecture qui est plus évidente et plus dynamique, et c'est une lecture qui est extrêmement riche parce que il développe un peu ces enjeux de la problématisation. Pour lui, le concept de problème est absolument crucial pour penser l'apprentissage, pour penser la formation. Et cette notion de problème qui est fondamentale permet plus largement d'interroger l'idée de savoir. Je vous laisse j'en dis pas davantage, mais il y a aussi, ce qui est intéressant dans l'entretien, c'est qu'il y a évidemment des liens qui sont établis avec l'idée entre le problème et l'émancipation par le savoir, la formation d'esprit critique, etc. Et il établit aussi des limites aussi à ce travail sur la problématisation. Donc c'est une lecture qui est assez riche, qui est même très riche, et qui permet surtout donc de mettre l'accent sur cette nécessité de problématiser pour que les élèves soient acteurs de ce savoir. Donc Michel Fabre, il vient de la philosophie, nous on fait de l'histoire, et donc ça nous demande évidemment, après la lecture des programmes, après la lecture de la littérature scientifique, d'établir des problématiques qui sont des problématiques à plusieurs échelles. On doit problématiser à l'échelle du thème, du chapitre et aussi de la leçon. Et ce travail de problématisation à toutes ces échelles nous permet de maîtriser plus efficacement notre programmation. Juste à l'échelle du thème, on doit passer évidemment après nos lectures d'une problématique scientifique à une problématique d'apprentissage qui peut être simplement, là, si on parle de la Première Guerre mondiale en classe de 3e, on peut se demander comment l'Europe a-t-elle été marquée par la guerre entre 14 et 45. Et une fois qu'on a établi cette problématique d'apprentissage, on entre plus précisément dans ce premier chapitre et on peut établir là des priorités stratégiques pour traiter ce chapitre, on va dire, le plus efficacement possible. Parce que après avoir fait tous nos calculs d'apothicaire pour savoir combien de temps on consacre à chaque question et avec ces horaires effectifs de notre année, on peut établir une programmation avec ces horaires effectifs. On peut se dire que ce premier chapitre on peut y attribuer 5 heures au début de l'année. Donc 5 heures pour traiter toute la question qui est au programme de la classe de 3e et non pas toute la question de la Première Guerre mondiale. Donc 5 heures pour ce chapitre. Et là, on peut faire une petite parenthèse sur la question de l'introduction générale, parce que souvent, on a l'impression que c'est absolument nécessaire de prendre le temps d'expliquer longuement le contexte pour que les élèves sachent vraiment de quoi on va parler et s'interrogent. Or, le fait de prendre 1 heure pour chaque chapitre pour faire une introduction générale, déjà, ça met à mal notre programmation générale et surtout, c'est un obstacle à cette maîtrise de la programmation et au final, ça répond davantage à nos craintes, ça répond plutôt à nos exigences universitaires, à notre idéal d'exhaustivité, plutôt qu'aux objectifs de fin d'année de cycle 4. Donc, évidemment, il est nécessaire de contextualiser, mais on peut entrer tout de suite dans le chapitre avec, si on fait des problématiques d'apprentissage assez précises, qui ciblent vraiment des priorités stratégiques qui sont en lien avec ces attendus, on peut réussir à traiter cette question au programme en 5 heures. On peut tout à fait commencer à la place de cette longue introduction par un document
simple, je sais pas, une photographie d'accroche avec, par exemple, une photographie de gueule cassée qui, tout de suite, les élèves vont me poser la question de la violence vu la tête des combattants, en se disant que c'est pas des blessures qui sont faites à l'épée. Donc ça soulève tout de suite la question de la violence. Et une fois que cette question de la violence émerge très rapidement, on peut la décliner et commencer vraiment in medias res, en se demandant comment les militaires sont mobilisés pour tenir face à la violence des combats. Ça peut être l'objet du coup de cette première séance, la problématique vraiment la priorité de cette première séance. Ensuite, la deuxième séance peut s'articuler autour de la question suivante. On peut se demander comment cette violence nécessite-t-elle une mobilisation jamais vue des civils. Donc ça permet de décaler donc le regard évidemment vers l'arrière et de traiter vraiment de cette. Après ces deux premières séances, donc la première qui centre sur le militaire, l'expérience combattante, la seconde sur l'arrière, dans la troisième séance, on peut se demander comment cette violence fait des civils des acteurs et donc des cibles de la guerre, en développant le cas extrême du génocide arménien, donc qui est énoncé dans le programme. Puis, en quatrième séance, on peut se demander du coup comment le rejet de cette mobilisation entraîne un changement de régime en Russie. Et enfin, en dernière séance, on peut faire une évaluation de 30 minutes et ça peut être intéressant en fait de ne pas penser que l'évaluation doit forcément durer 1 heure, doit forcément être en fin de chapitre, doit forcément reprendre tous les attendus du DNB, parce que là aussi ça peut être un obstacle à la maîtrise de notre programmation. Et donc, on peut imaginer cette dernière séance du chapitre sous forme d'une courte évaluation, d'une étude de documents conclusive, par exemple sur une carte du bouleversement des frontières et des nouvelles tensions en Europe, de penser donc 30 minutes d'évaluation et 25 minutes de reprise. Et à la fin de cette reprise, le chapitre est terminé en ayant étudié tous les attendus de la classe de 3e, et en n'ayant évidemment pas traité toute la question de la Première Guerre mondiale, mais en ayant traité ces attendus-là. Et maintenant, la question se pose sur le traitement de cette question au lycée. Et pour cela, je laisse Céline vous parler. Merci. Merci Dounia. Bonjour à tous. Alors, je prolonge la réflexion donc avec une proposition de séquence sur la Première Guerre mondiale en première. Donc, j'ai organisé ma présentation sous l'angle donc de points d'attention pour maîtriser sa programmation. Donc, vous voyez les 10 pistes que je vais essayer de développer en prenant à chaque fois des exemples donc dans la séquence que j'ai cherché à construire et qui sont autant de conseils, de boîtes à outils dans laquelle on peut puiser pour être vigilant sur notre programmation. Alors, donc, premier point, évidemment, élaborer une programmation réaliste et adaptée aux attendus. Donc, ça veut dire concrètement tenir compte des contraintes. Donc, on l'a déjà évoqué, on ne peut pas envisager de traiter ce dernier thème en 11 à 13 heures, comme l'indique le programme. Donc là, j'ai essayé de recentrer sur 8 heures. Et en tenant compte dans la répartition des heures de ce qui a déjà pu être développé au collège et de ce qui mérite d'être davantage approfondi au lycée. Donc on peut consacrer ainsi 2 heures au premier chapitre, qui porte essentiellement sur la chronologie, les étapes du conflit, 3 heures au deuxième chapitre sur les sociétés en guerre, en reprenant cette question des civils qui a déjà été travaillée dans le programme de 3e, et consacrer 3 heures au troisième chapitre autour de la notion de sortie de guerre, qui pour le coup est nouvelle dans le programme de première. Le point d'attention ici, c'est de vraiment tenir compte de cette place du thème à la fin du programme de première, ce qui permet aussi de s'appuyer sur tout le travail qui a été fait au cours de l'année, et notamment de remobiliser les acquis méthodologiques et de faire apparaître du coup la Première Guerre mondiale comme la fin d'une période, ce qui n'était pas le cas dans le programme de 3e. Elle apparaît plutôt comme le début d'un cycle au début du programme de 3e. Là, en fin de programme de première, elle apparaît bien comme la fin d'une période autour du triomphe de l'idée de nation. Alors, voici la séquence complète. Le déroulé linéaire sera disponible sur le site académique. Donc, j'ai développé ici les différentes séances envisagées donc, pour tenir cette programmation en mettant en évidence donc, les points d'attention principaux. Donc, je vais revenir sur ces différents points. Donc, réactiver les acquis des élèves, remobiliser, enrichir, complexifier les notions,
et aborder aussi vraiment des compétences spécifiques au lycée, à la fois en termes de regard critique aussi, questionner ces notions, et puis sous des angles d'attaque qui sont davantage nouveaux, comme la sortie de guerre ou la question de la mémoire. Alors, sur la réactivation des acquis, donc c'est une nécessité pour ne pas reproduire en première un cours qui aurait déjà été fait en troisième. Évidemment, on ne part pas du principe que les élèves se souviennent de tout ce qu'ils ont vu, et il va donc falloir passer par des stratégies, des démarches pédagogiques pour leur permettre de remobiliser leurs connaissances, qui sont donc issues du collège, mais qui se situent aussi dans le prolongement de ce qui a été vu dans les chapitres précédents, donc au cours de l'année de première, notamment autour des tensions nationalistes. Donc, 2 exemples sur cette réactivation des acquis. En amont du chapitre 1, donc on va réactiver les acquis des élèves sur l'éclatement et la chronologie de la Première Guerre mondiale. Donc on peut leur proposer des ressources, donc, par exemple 2 vidéos du dessous des cartes qui reviennent à la fois sur les facteurs structurels mais aussi sur les facteurs conjoncturels qui mènent au déclenchement de la guerre. On peut s'appuyer aussi sur le site Apocalypse du réseau Canopé sur un dossier qui propose donc un tableau synthétique sur les principaux événements de la Première Guerre mondiale. Et aussi, et ça c'est davantage nouveau au lycée, un article qui vient questionner les bandes chronologiques du conflit. 14-18, d'où viennent ces bandes chronologiques? Est-ce qu'on peut les remettre en question? Donc l'objectif vraiment, c'est de faire en sorte que les élèves remobilisent ces repères, et ça peut se faire sous la forme d'un QCM en ligne ou d'une fiche de révision qu'on peut guider pour faire en sorte qu'ils arrivent en classe et qu'on démarre donc ce chapitre 1 en pouvant déjà s'appuyer sur cette base. Autre exemple pour réactiver les acquis, cette fois-ci en amont du chapitre 2, puisque la question de la mobilisation des civils a déjà été travaillée en troisième. On va faire en sorte que les élèves réactivent leurs connaissances sur ce sujet, et on peut passer par un support qui est l'image. Donc la proposition ici, c'est de leur permettre de revenir sur toutes les formes de mobilisation par lesquelles donc, les civils ont été impliqués dans la guerre, en passant donc par un dossier du site L'Histoire par l'image, efforts de guerre et population civile. Donc on peut confier aux élèves une image et leur demander d'abord de faire appel à leur mémoire et puis de mener quelques recherches complémentaires pour compléter leurs souvenirs. En classe, on peut donc commencer la séance en rassemblant les élèves qui ont travaillé sur la même image, en leur demandant de mettre en commun leurs notes et d'en garder une trace sous la forme d'un court commentaire de type cartel d'exposition, en mentionnant aussi les sources qu'ils ont utilisées donc, dans leur recherche préparatoire. Et l'ensemble peut être conservé en commun comme, là aussi, une base de travail à partir de laquelle on va pouvoir développer ensuite le chapitre et notamment réexplorer la notion de guerre totale. Troisième point d'attention ici, donc remobiliser et enrichir les notions. Donc l'objectif, c'est de réactiver des notions qui ont été abordées au collège et de les complexifier, de les questionner. Donc, par exemple, la notion de crise, donc c'est le fil rouge du premier thème du programme de troisième, et c'est une notion centrale sur laquelle on va retravailler aussi au lycée, notamment au début du programme de terminale avec la crise de 1929. Donc c'est vraiment l'occasion ici, en commençant ce chapitre 1, de reposer et d'approfondir cette notion de crise. En réfléchissant vraiment à la fois à la crise comme un moment de rupture sur le court terme, mais aussi comme une évolution longue sur le long terme, donc avec des échelles et des temporalités différentes. Donc on part vraiment du travail préparatoire que les élèves ont mené sur les facteurs qui déclenchent la Première Guerre mondiale pour construire avec eux un schéma autour de la notion de crise qui pourra être réutilisé par la suite. Donc ça peut donner un schéma de ce type. On retrouve les 2 types de facteurs qui aboutissent à la crise comme moment de rupture, à différentes échelles et dans différents domaines. Mais la crise ne se limite pas à ce moment de rupture puisqu'elle ouvre une période de transformation qui a des conséquences multiples à court terme et à long terme. Autre exemple de notion qu'on va pouvoir remobiliser et enrichir, la notion de guerre totale, au début du chapitre 2, à partir des formes de mobilisation, et aussi toutes les notions qui sont liées aux violences de masse, et on va pouvoir y revenir, donc là en 3e séance dans ce chapitre 2, à partir donc de l'analyse du génocide des Arméniens. Donc je développe brièvement ces 2 exemples. Donc sur la notion de guerre totale, il s'agit de l'enrichir, de bien mettre en évidence les spécificités de la Première Guerre mondiale par rapport à la seconde, qui sera donc au programme de terminale, et d'être capable aussi davantage au lycée, ça fait partie des compétences, de porter un regard critique sur cette notion. Donc on peut construire
un schéma heuristique avec les élèves, en partant de leurs acquis, en partant de toutes les formes de mobilisation qu'ils ont pu remettre en évidence à travers le travail sur les images, donc autour de l'implication des civils en particulier, et leur fournir aussi des ressources complémentaires. J'ai mis 2 exemples ici d'articles qui interrogent cette notion de guerre totale appliquée à la Première Guerre mondiale. Sur les notions donc, de crimes de guerre, crimes de masse, crimes contre l'humanité et génocide, l'enjeu c'est vraiment de bien distinguer ces différents termes pour que ce soit clair pour les élèves. Donc on va vraiment travailler sur la qualification des événements à partir donc du génocide des Arméniens qui a déjà été travaillé au collège, mais on va davantage se concentrer au lycée sur voilà, une histoire plus fine des étapes qui mènent à ce génocide et sur une qualification plus précise des termes qui sont employés. Donc c'est l'objet du travail à partir d'un dossier documentaire donc sur le génocide des Arméniens, mais en proposant aussi aux élèves d'aller directement à la source, donc autour de la construction de la notion de génocide, donc avec un extrait de Raphaël Lemkin. L'objet, c'est vraiment qu'à l'issue de cette séance, il maîtrise bien ces différentes formes de violence de masse et l'origine de ces notions. 4e piste, favoriser le travail préparatoire en amont. Donc, vous l'avez vu déjà à travers la réactivation des acquis, mais on peut le faire aussi, bien sûr, sous forme de relevé d'informations qu'on va pouvoir ensuite remobiliser en classe. Donc, par exemple, ici, sur le point de passage et d'ouverture sur les traités de paix, donc, qui fait partie du chapitre 3. Donc, je propose d'y consacrer une 2e séance dans ce chapitre 3, une 2e heure, la guerre sans fin. Donc, en termes de travail préparatoire, on demande aux élèves en amont de relever les conséquences des différents traités de paix donc à partir d'un article et de cartes. Et l'objectif, c'est qu'en classe, ils puissent remobiliser les informations qu'ils ont relevées pour analyser des affiches de propagande qui vont défendre ou dénoncer ces traités. Donc, on a vraiment un travail préparatoire qui consiste en un relevé d'informations et on va consacrer le travail en classe à une tâche plus complexe qui est de remobiliser ces informations pour l'analyse d'affiches, ce qui est aussi une façon de travailler l'analyse critique de documents. Et ça peut donner lieu là aussi à une forme d'évaluation, par exemple, sous forme d'un commentaire audio. 5e point d'attention majeur que nous avons sur lequel nous avons déjà insisté, c'est la problématisation, donc sans viser l'exhaustivité. J'ai repris ici le préambule du programme de lycée, problématiser pour consolider, étoffer et approfondir les connaissances et compétences acquises au collège, avec l'idée de travailler sur des objets plus complexes et de renforcer les capacités de réflexion et d'analyse. Et toujours dans cette démarche de problématisation, il s'agit bien d'étudier les points de passage et d'ouverture au service des questions qu'on a posées. Alors, plus précisément, donc, pour prendre un exemple, le chapitre 3, on peut vraiment le problématiser complètement autour de cette notion de sortie de guerre qui est nouvelle en première. Donc, on peut proposer aux élèves en amont, leur demander de lire des extraits d'un article donc de Bruno Cabanès sur cette interminable sortie de guerre, en leur demandant pourquoi, effectivement, aujourd'hui, on utilise cette notion-là. Et de reprendre leur lecture de l'article en classe sous forme d'un schéma heuristique autour de cette notion de sortie de guerre, à partir duquel on va pouvoir vraiment articuler l'ensemble du chapitre. Donc, voici une proposition de schéma, sortie de guerre, quand et comment. Donc, on peut reprendre ces éléments issus de l'article avec les élèves. Et vous voyez comment, ensuite, on associe les points de passage et d'ouverture sur chacune de ces différentes branches pour créer une cohérence d'ensemble et traiter vraiment l'ensemble du chapitre sous cet angle de la sortie de guerre. Donc, 6e point d'attention, diversifier le traitement des points de passage et d'ouverture qui peuvent prendre, vous le savez, des formats extrêmement variables de la parole du professeur jusqu'à une étude documentaire plus approfondie. Donc, un exemple ici autour d'une analyse documentaire mutualisée. Par exemple, les points de passage et d'ouverture du chapitre 1, il se trouve qu'il y a 4 batailles à travailler de façon privilégiée. Donc, on peut tout à fait mettre les élèves en groupe et leur demander de travailler par groupe sur chacun de ces points de passage et d'ouverture, avec comme objectif donc de remettre en perspective chacune de ces batailles dans l'histoire du conflit, mais aussi d'aborder la question de la mémoire, qui est une dimension qui est davantage travaillée en lycée. Voilà, donc les élèves travaillent en groupe à partir de dossiers documentaires, une approche assez classique, et on met en commun ce travail-là donc en 2e heure, en demandant donc à un élève par groupe de rendre compte à l'oral du travail mené. Je reviendrai là-dessus en terminant tout à l'heure sur les formes d'évaluation. Pour traiter efficacement les points de passage et d'ouverture, on peut aussi penser à les articuler dans le cadre d'une argumentation qui donne sa cohérence à la séance.
Par exemple, donc dans le chapitre 2, on peut consacrer la deuxième heure à développer de façon spécifique donc, la mobilisation des femmes en articulant notamment 2 points de passage et d'ouverture. Donc, vous voyez la proposition détaillée ici de cette séance, hein, le point de passage et d'ouverture sur Marie Curie et le point de passage sur les grèves de 1917. Donc, pour préparer la séance, les élèves peuvent travailler à partir d'un article donc, sur le rôle des femmes pendant la Première Guerre mondiale qui évoque qui leur donne déjà quelques éléments sur Marie Curie, ce qui nous permet en classe de démarrer directement avec ce point de passage et d'ouverture sur Marie Curie et de mener un travail d'analyse de documents à travers donc, un passage du discours donc, de François Mitterrand lors du transfert des cendres de Pierre et Marie Curie au Panthéon. Et donc, de faire le lien ensuite avec les grèves de 1917 en les abordant sous l'angle de l'implication des femmes, même si bien sûr elles ne se limitent pas à ça, on va pouvoir élargir à l'ensemble des enjeux. Pour finir cette séance, on peut questionner l'impact de cette mobilisation des femmes au-delà de la Première Guerre mondiale, interroger les élèves et leur demander de formuler des hypothèses et de les vérifier dans le prolongement de la séance à travers donc un article, une interview de Françoise Thébault qui donc répond à cette question. La Grande Guerre a-t-elle vraiment permis aux femmes de s'émanciper? Donc on a ainsi une séance cohérente qui articule 2 points de passage et d'ouverture autour de la mobilisation des femmes. 7e piste, travailler sur des objets d'étude de façon filée. Alors ça peut se faire donc notamment en voie technologique en prenant comme sujet d'étude la bataille de la Somme, parmi les 2 sujets qui sont au choix. On peut vraiment envisager à partir de ce sujet d'étude de tirer un certain nombre de ficelles, d'explorer cette bataille dans ses différentes dimensions et d'aborder ainsi tous les points attendus dans le cadre du chapitre à travers donc, ce sujet d'étude filé. Autre façon aussi de faire, travailler à partir d'un support qui sera aussi mobilisé du début à la fin du chapitre. Donc on peut utiliser par exemple une application qui est développée par le Souvenir français qui s'appelle Géomémoire et qui permet de partir d'un cimetière, des tombes liées à la Première Guerre mondiale d'un cimetière, et à partir donc de ces trajectoires individuelles, on peut tout à fait aborder aussi bien les caractéristiques du conflit que l'implication des sociétés et évidemment, puisqu'on est dans un cimetière aussi, les enjeux mémoriels. 8e point d'attention, articuler le travail méthodologique avec l'acquisition des savoirs. Donc, ça a été dit à plusieurs reprises déjà. Donc, par exemple, le point de passage et d'ouverture sur Marie Curie que j'évoquais brièvement. Les élèves ont relevé des informations qui vont leur permettre d'analyser donc un passage sélectionné du discours de François Mitterrand. Donc, on est vraiment dans une logique d'analyse critique de documents. Donc, on travaille bien la méthodologie tout en consolidant l'acquisition des savoirs ici autour du rôle de Marie Curie. 9e point, donc diversifier les situations d'évaluation tout au long de la séquence. Donc, on l'a dit également, il n'y a pas à se limiter à une évaluation sommative obligatoire en fin de chapitre qui n'aurait pas de sens, d'autant plus qu'on se situe vraiment en toute fin d'année, à une période où sans doute les conseils de classe sont passés. Donc, on peut privilégier d'autres formes d'évaluation, l'évaluation diagnostique à travers la réactivation des connaissances, des moments d'évaluation formative, par exemple sur le chapitre 1, quand les élèves viennent rendre compte du travail qu'ils ont mené en groupe à l'oral sur les batailles de la Première Guerre mondiale, on évalue cette prestation orale et en fin d'année, on peut imaginer qu'on a déjà travaillé avec les élèves à l'élaboration de grilles avec des critères de réussite à partir desquels nous pouvons les évaluer et ils peuvent aussi s'auto-évaluer ou s'évaluer entre pairs. Et l'évaluation sommative, on ne va pas forcément la penser à la fin de la séquence, on peut la penser en cours de séquence sur tel ou tel aspect qu'on veut consolider pour les élèves. Par exemple, rédiger une synthèse organisée autour de la notion de mémoire et ses différentes manifestations à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, ce n'est pas l'intégralité du chapitre qu'on reprend ici, mais un aspect sur lequel on veut inviter les élèves à consolider leur argumentation et notamment l'articulation entre arguments et exemples, qui est au cœur de la démarche argumentative. Et enfin, dernier point à garder à l'esprit, même s'il n'est pas forcément évident à réaliser, favoriser la transversalité en s'appuyant donc sur l'apport des autres disciplines, le français notamment, et les matières de spécialité, avec la limite qu'on a face à nous en première des classes hétérogènes. Donc, tous les élèves dans la classe ne suivent pas en plus la spécialité d'HGSP ou de SES ou de HLP, mais dans la mesure du possible et en fonction du travail qu'on peut mener en commun avec nos collègues, c'est aussi une façon d'être plus efficace dans sa programmation. Voilà, on a listé pour finir quelques ressources synthétiques dans une bibliographie et une cytographie évidemment pléthorique. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous remercions bien sûr nos formatrices pour cet exposé très intéressant. Est-ce qu'il y a des petites questions avant qu'on laisse la place au suivant?
Oui, il y avait la question de est-ce qu'on doit découper en chapitres obligatoirement. Bon, j'ai répondu dans le chat, mais vous êtes libre évidemment dans la programmation que vous faites d'organiser la structure du cours comme vous l'entendez. Hein. Après, ces thématiques-là sont dans le cadre de ces chapitres. C'est vrai que peut-être en effet, ce que disait Céline, ce qui peut caractériser la Première Guerre mondiale ici, alors c'est la dimension mondiale, mais c'est peut-être de faire ressortir l'idée de sortie de guerre, qui est vraiment une force, et puis qui ouvre sur l'année suivante, parce qu'elle doit permettre quand même, par rapport à la troisième, de montrer notamment que non, la Deuxième Guerre mondiale n'est pas déjà inscrite dans l'angle du traité de Versailles. Donc c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça, et que justement la sortie de guerre permet aussi peut-être de montrer c'est possible, et ensuite de montrer le rôle que va jouer en terminale la crise de 1929. Beaucoup de remerciements. Merci. On va passer à la dernière proposition. Dernière proposition donc, de Madame Nadège Gavier, qui est professeure en collège, et de Monsieur Alexandre Ténaz, professeur en lycée, et qui vont vous proposer une approche des programmes de géographie avec comme fil conducteur, fil directeur, pardon, une formation des citoyens. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, la question qui nous a intéressés, c'est celle de comment former des citoyens par la géographie, et donc quelle progressivité et quel choix pour les programmes de géographie en classe de 5e et de seconde. Pour introduire notre propos, j'ai choisi cette citation de Sylvie Jouglio-Ferré qui parle de l'événement anthropocène, qui nous invite à mettre l'accent sur la démocratie comme méthode, comme projet éducatif et comme pratique personnelle. La citation se termine, et finalement la question c'est comment faire face aux défis des transitions et de l'anthropocène. Donc on part de l'actualité scientifique sans rentrer dans les débats sur la définition d'anthropocène. On peut la qualifier malgré tout de nouvelle ère géologique dont la spécificité est l'action humaine. Et dans les programmes de seconde, on a la question de la transition. Dans les programmes de 5e, on a la question du développement. Et finalement, à chaque fois, c'est le rôle des humains qui est au centre. Donc, on peut amener les élèves à comprendre, à leur faire comprendre qu'il y a une question des choix autour des activités humaines, et ça permet aussi de leur faire comprendre qu'il y a d'autres évolutions qui sont possibles. Donc finalement, au travers de ces deux notions, c'est la question du débat, des débats démocratiques et des choix démocratiques. Alors comment on peut le retranscrire dans nos cours et dans la progressivité des apprentissages? En centrant les capacités, en tout cas la présentation qu'on va en faire, en centrant ces capacités travaillées par les élèves sur l'argumentation, le débat et l'oral, puisque la démocratie implique le débat, voire le vote, la participation des élèves à la production des savoirs. Donc on vous montrera un certain nombre de mises en situation des élèves, de tâches complexes qui permettent aux élèves d'être des acteurs et de construire aussi, ou de leur faire construire leur liberté de choix en tant qu'élèves. On est bien dans le rôle civique de la géographie, avec justement le prisme de l'étude spatiale et des territoires, c'est-à-dire de la spécificité de la géographie. Alors, pour tenter de relever ce défi que vient de vous présenter Alexandre, qui consiste à former les futurs citoyens d'un monde complexe en transition écologique et sociétale, on s'est fixé déjà quelques principes de base. Donc, tout d'abord, le premier principe, c'est de privilégier des objets d'étude qui vont permettre de reconnecter la classe à la société. On a donc décidé tous les deux de faire une large place aux questions socialement vives dans nos programmations. Aujourd'hui, on va illustrer cette idée essentiellement avec les questions relatives aux possibilités d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Alors pourquoi ce sont des QSV? Parce qu'il s'agit de questions où s'affrontent des valeurs et des intérêts, donc des questions qui sont politiquement sensibles. Il s'agit aussi de questions intellectuellement complexes et de questions chargées d'émotions et d'inquiétudes pour le présent comme pour l'avenir commun. Le deuxième principe que nous nous sommes fixés, c'est celui de veiller à un enseignement explicite du raisonnement géographique, par lequel les élèves ils doivent pouvoir trouver des réponses aux questions qu'ils se posent sur le monde, et qui doit aussi leur permettre de faire un pas de côté, c'est-à-dire de dépasser leurs émotions, leurs préjugés ou même leur indifférence. Le troisième principe, c'est celui d'une posture de vigilance.
Parce qu'avec les QSV, il faut bien garder en tête qu'on court le risque de vouloir faire adhérer les élèves à des discours univoques. Et ce principe, il induit celui de l'actualisation de nos ressources scientifiques et pédagogiques. Alors, c'est toujours le cas en géographie, mais ça l'est particulièrement pour ces programmes de 5e et de seconde pour lesquels la recherche foisonne. Donc, on vous a mis ici quelques références bibliographiques qui nous ont semblé intéressantes et accessibles. Alors, en ce qui concerne la classe de 5e, je tente ici de vous faire une proposition de programmation qui essaye de rendre explicite et cohérent le raisonnement à l'échelle d'un chapitre, d'un thème et de l'année. Tout d'abord, un petit rappel sur les modifications du programme de collège en 2020 qui ont particulièrement impacté la géographie enseignée en 5e. Dans le thème 3, on se resserre sur la notion de changement climatique au lieu de changement global. Et dans tous les thèmes, on met l'accent sur le développement durable à travers l'étude des ODD. Dans ce programme de l'ONU, moi, il me semble qu'il y a 2 idées clés à retenir. Tout d'abord, c'est l'idée qu'on sort du paradigme du développement durable comme injonction des nord vers les sud, puisque tous les pays sont désormais concernés par les mêmes problématiques selon un principe de différenciation. Et puis la deuxième idée importante, c'est que ces 17 ODD ne sont absolument pas à prendre séparément, ils forment un système. Donc, pour donner du sens à ces modifications de programme sans alourdir les contenus et le temps imparti, moi, je n'ai pas réussi à faire autrement que de repenser entièrement ma programmation. À l'échelle de l'année, vous voyez que je déconstruis complètement les cadres du programme officiel, mais évidemment, il ne s'agit pas de ne pas les traiter. On va retrouver les différents objectifs d'enseignement contenus dans les sous-thèmes initiaux, mais redistribués différemment. Donc, à grands traits, mon premier thème est consacré à l'identification des grands enjeux du monde contemporain, avec comme entrée principale l'inégale répartition des richesses pour le chapitre 1 et le changement climatique pour le chapitre 2. Le deuxième thème, lui, est consacré à l'étude des leviers d'action possibles pour aller vers un développement durable. Le premier levier que nous allons évaluer, c'est la démographie. Et donc là, l'ancien chapitre 1 devient le 3e chapitre de l'année. Mon 4e chapitre est consacré aux autres pistes, beaucoup plus sérieuses, pour aller vers un développement durable et résilient. Alors, si on regarde maintenant d'un petit peu plus près le thème 1, vous retrouvez en noir à gauche les 2 entrées des 2 chapitres. Le premier chapitre sur l'inégale répartition des richesses dans le monde s'articule autour d'une étude filée entre République démocratique du Congo et France. Vous voyez en vert un continuum de questions qui commence ici et qui va se poursuivre toute l'année. Pour renforcer la cohérence du raisonnement mené avec les élèves, la question qui introduit chaque nouvelle séance, elle découle forcément de la séance précédente. Et d'autre part, ces questions, elles se veulent à hauteur d'élèves et le plus souvent possible formulées par eux. Parce que ce qui prime aussi, c'est que les apprentissages aient du sens et que les élèves apprennent à questionner leurs évidences. Donc ce fil de questions, il est à mettre en regard avec les principales compétences travaillées qui sont là en bleu. Elles sont pensées selon une progressivité qui doit permettre aux élèves d'apprendre à raisonner. Alors effectivement, pour répondre à ce fil de questions, les élèves vont devoir tout d'abord s'informer. Bon, c'est l'étude tout à fait classique des sources et des documents, mais ils vont devoir s'informer dans un but précis, qui est celui de parvenir à identifier des contradictions. Je vous donne des exemples. La RDC est un État très vulnérable alors qu'il possède d'immenses ressources. Sa potentielle future croissance économique basée sur l'exploitation des hydrocarbures fait peser de grandes menaces sur la forêt, la biodiversité, le climat, alors qu'elle ne garantit en rien à sa population de sortir de la pauvreté, parce qu'on est dans un contexte de guerre et d'inégalité structurelle. Enfin, la France est un pays riche où sévit pourtant la pauvreté. Donc, à partir de ces contradictions identifiées, je demande aux élèves d'émettre des hypothèses quant aux ODD qu'il leur semble pertinent à mobiliser pour viser la réduction de la pauvreté qui est l'ODD 1. Et ils peuvent ainsi réaliser un premier schéma systémique qui est pour eux leur première approche de la complexité du monde. Dans le chapitre 2, les compétences travaillées vont exiger d'eux un petit peu plus d'autonomie puisqu'ils vont devoir appliquer un petit protocole d'enquête, situer, décrire et expliquer par différents langages, dans le but de vérifier leur première hypothèse du chapitre 1.
est-ce qu'on va retrouver les mêmes interdépendances complexes concernant, cette fois, le changement climatique? Alors, on s'intéresse d'un peu plus près maintenant à ce chapitre 2. Vous retrouvez à gauche les notions qui sont à travailler, dictées dans le thème 3 du programme officiel. Mais ces notions, moi, je les ai intégrées dans 3 études de cas que j'ai choisies avec une ligne d'horizon beaucoup plus large. Elles doivent me permettre de, très concrètement, travailler sur nos interdépendances, notamment celles qui nous lient aux ressources naturelles, c'est le thème 2 du programme, et finalement, elles doivent me permettre de faire constamment le lien entre la notion de développement humain et celle d'environnement. J'ai donc choisi un fil rouge narratif avec une entrée par le changement climatique, mais qui va nous conduire à traiter aussi de la question des inégalités à différentes échelles, c'est le thème 1 du programme officiel, et de la question de la sécurité alimentaire, c'est le thème 2. Un petit aperçu maintenant du découpage en séances. Dans la séance 1, ce que je cherche à faire, c'est véritablement mettre les élèves en position d'avoir besoin de se saisir de nos outils lexicaux, nos notions, nos compétences pour entrer en raisonnement. Je prends appui sur les inondations l'été dernier au Pakistan qui impressionnent énormément les élèves, bon, elles le sont. Et je leur laisse le temps d'écrire une question importante qu'ils se posent. À partir de là, on fait ensemble le pari que la géographie peut y répondre. Et on explicite. C'est quoi la géo? C'est un vocabulaire précis qu'on révise ou qu'on introduit ici. C'est aussi une méthode et des outils pour raisonner qu'on identifie. Le relevé d'informations, la situation dans l'espace, le croquis, le schéma fléché. On peut ainsi poser une question commune qui synthétise cette petite pause réflexive. Est-ce que la géographie peut nous aider à comprendre ces inondations et leur impact sur les populations touchées? Les séances 2 et 3 correspondent donc à la première étape de notre enquête, décrire et expliquer les effets du changement climatique à travers une première étude de cas consacrée au risque d'inondation au Bangladesh. Alors, dans la séance 2, les élèves travaillent en équipe, comme s'ils interviewaient des habitants du Bangladesh grâce à des extraits d'un reportage radio. Et sur la base de ces interviews des différents acteurs locaux, chaque équipe réalise un croquis. On a différentes échelles qui sont travaillées. La séance 3 est celle de la mutualisation. Chaque équipe en position d'expert présente à l'oral son croquis projeté et fait réaliser aux autres son croquis. Les autres sont munis d'un carnet de voyage rassemblant tous les fonds croquis vierges. Donc pour les élèves, ensuite les élèves des différentes équipes sont mélangés pour compléter un schéma fléché final que j'ai partiellement pré-rempli et qu'ils complètent. Et ils vont aussi travailler au classement des idées par la mise en couleur du schéma et notamment à l'articulation cause-conséquence et différents types d'adaptations. Dans la séance 4, on poursuit l'exploration des effets du changement climatique et cette fois, en prenant appui sur l'actualité de la sécheresse en France, on se demande tout simplement s'il y a des régions du monde où il n'y a plus d'eau pour les populations. Et nous partons cette fois enquêter en Somalie. Les élèves font un travail préparatoire qui est très guidé. Ils écoutent à nouveau des témoignages, cette fois de réfugiés climatiques, témoignages à nouveau issus d'un reportage radio, et ils les associent à une petite liste d'informations plus générales et à une illustration que je leur donne. La tâche finale consiste en la réalisation d'un nouveau schéma systémique qui permet de rendre compte des multidimensionnels du changement climatique. Les élèves vont tenter de faire le lien entre sécheresse, famine, inégalité de genre et déscolarisation exacerbée par le problème de l'accès à l'eau. Dans la séance 5, on se demande s'il n'est pas possible d'apporter de la nourriture produite ailleurs, dans les régions où cultiver la terre n'est plus possible, comme la Somalie. Et nous partons cette fois enquêter au Brésil pour y trouver a priori la solution, c'est-à-dire une agriculture très intensive, telle qu'elle est présentée dans une publicité brésilienne pour un grand groupe de l'agrobusiness. Les élèves ont cette fois 3 corpus documentaires différenciés, avec leurs consignes propres, dans le but de vérifier la fiabilité des 3 idées principales de cette publicité. Alors, la première idée est plutôt fiable. Les élèves qui sont chargés de la vérifier constatent la puissance de l'agrobusiness brésilien qui le place parmi les premiers exportateurs mondiaux de nombreux produits. Le problème, c'est que la deuxième et la troisième idée ne sont pas fiables.
Des élèves constatent que depuis 2016, des millions de Brésiliens soumis à la pauvreté et à des inégalités croissantes sont eux-mêmes mal nourris. Et d'autres élèves encore constatent la déforestation massive que ces pratiques agricoles induisent et que celles-ci aggravent le changement climatique. Donc, en conclusion, on répond bien sûr à la question qu'on s'est posée. On a observé avec l'agriculture brésilienne qu'il est tout à fait possible de produire en quantité de la nourriture et de l'exporter. Pourquoi pas dans les régions en crise alimentaire? Et cela se fait déjà, c'est l'aide alimentaire mondiale. Mais la mise en perspective des 3 études de cas du chapitre, eh bien finalement, elle permet aux élèves de prendre conscience des effets rétroactifs du système. Changement climatique au Bangladesh et en Somalie, désertification, augmentation de l'insécurité alimentaire et intensification des productions agricoles et déforestation s'entretiennent les uns les autres. De la même manière, les plus pauvres sont les plus vulnérables au changement climatique et en retour, celui-ci aggrave les inégalités. Donc les élèves comprennent la logique délétère de vouloir produire plus sans changer nos modes de production agricole. Ils constatent aussi les limites de cette adaptation curative et surtout, c'est mon objectif principal, ils constatent qu'il n'y a pas de solution simple. Normalement, à ce stade, ils sont prêts à se poser des questions sur les stratégies d'adaptation à prévoir. C'est l'objet de mon thème 2 que je ne vais pas détailler ici. Et je conclus maintenant en revenant sur donc, mes 2 objectifs principaux de cette programmation. Donc ici, je vous ai remis le fil des questions à l'échelle de l'ensemble du thème 1. Mon premier objectif est bien de donner du sens aux apprentissages et que les élèves sachent toujours pourquoi ils sont en train de faire ce travail que je leur demande. Et mon deuxième objectif, c'est d'ancrer beaucoup mieux mon enseignement de la géographie dans l'éducation à la citoyenneté et au développement durable. Donc après avoir appréhendé les enjeux dans le thème 1, après avoir beaucoup questionné les représentations des élèves, c'est-à-dire évaluer les insuffisances de certaines idées simples, comme celle de devoir produire plus ou de devoir faire moins d'enfants pour atteindre le développement dans le chapitre 3, je veux absolument garder du temps pour arriver à une approche plus décisionnelle du développement durable dans le dernier chapitre de l'année, où les élèves vont pouvoir tester leur capacité à être des acteurs responsables et engagés. Et mon pari, c'est qu'ils vont peut-être pouvoir l'être parce qu'ils sont conscients de la complexité du monde. Donc, il s'agit pour moi essentiellement d'heures que je consacre à des projets de classe ou à l'étude de projets en cours et ancrés dans d'autres territoires que le leur. Et je passe la parole à Alexandre. Merci. Donc, dans la classe de seconde, comment confronter les élèves à la question des choix démocratiques posés par la notion de transition? Après une première année, l'année des nouveaux programmes, où finalement, moi, je me suis retrouvé confronté à la difficulté de faire comprendre aux élèves la notion de transition à partir du premier thème, société-environnement. L'année suivante, j'ai décidé de changer un petit peu l'ordre en partant du thème sur les mobilités généralisées. J'ai changé pour repenser la programmation annuelle en fonction de différents critères, celui de la compréhension des élèves, mais aussi parce que la notion de mobilité est déjà étudiée en classe de 4e. En étudiant les mobilités, ça permet une première approche de la notion de transition puisque le programme nous invite à étudier les mobilités dans un monde en transition. Puis il y a des questions très pratiques, c'est que nous, à ce moment-là de l'année, on accueille une exposition sur les migrants au CCC. Et effectivement, donc dans ce double enjeu de la construction de la notion de transition avec les élèves, mais aussi la construction des capacités nécessaires à faire argumenter les élèves et à les faire débattre, eh bien, je vous proposerai une première activité simple sur un questionnement sur le terme de migrants. Deuxième thème ou chapitre de l'année, société et environnement. Cette fois-ci, il y a une élaboration plus complexe de la notion de transition, en lien notamment avec celle d'environnement et de milieu. Et cette fois-ci, il y a un deuxième moment vers le débat qui, cette fois-ci, les élèves prennent position sur la question du nucléaire en France.
Troisième thème de géographie de l'année, territoire et population en développement. C'est une question qui a déjà été abordée en classe de 5e. Cette fois-ci, la notion de transition est incarnée par les questions de transition démographique, transition économique, mais également celle de développement et d'inégalité déjà étudiées en classe de 5e. À ce moment-là, les élèves sont mis dans un troisième échelon d'acteurs de débat avec une proposition de simulation de négociations internationales. Enfin, l'année se termine avec le chapitre sur l'Afrique australe, qui est un chapitre conclusif, mais cette fois-ci, il y a un travail spécifique sur le croquis, puisque même si là, dans la présentation, j'insiste sur le débat, la question des choix et de la démocratie, du rôle civique de la géographie, on travaille tout au long de l'année les autres capacités du programme. Donc, comment travailler différents niveaux de raisonnement en classe de seconde? Là, vous avez de nouveau ces trois moments de débat avec, dans le premier chapitre, la question, la capacité de s'approprier un questionnement géographique autour du terme de migrant, confronter aussi le savoir acquis en géographie avec ce qui peut être entendu, vécu, ou lu, en tout cas entendu dans les médias. Et à ce moment-là, on procède à l'analyse critique d'un document selon une approche géographique. Deuxième exemple d'activité, cette fois-ci, les élèves doivent choisir, sont-ils pour ou contre le nucléaire? À ce moment-là, donc, la capacité mise en avant et travaillée par les élèves, c'est prendre position et argumenter son point de vue, mais sans débat contradictoire, comme je vais le montrer par la suite. Troisième moment, justement, dans le troisième thème, là, cette fois-ci, grâce à la simulation de négociations internationales, les élèves expérimentent le débat contradictoire, ils doivent convaincre les autres à partir d'une construction, d'une argumentation et prennent des décisions, en tout cas on simule une prise de décision démocratique. Je vous ai également mis des extraits ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous les aurez sur le site, mais je vous ai mis des extraits des ressources d'accompagnement qui montrent comment on peut construire d'un côté la notion de transition, également comment on peut construire les capacités de débat et voir après les exemples plus précis. Alors, si on prend l'exemple d'une activité simple qu'on réalise finalement assez quotidiennement dans nos classes, voilà, un texte issu d'un article de Géoconfluence, donc un article scientifique rédigé par un géographe. Et finalement, les élèves, on va leur demander d'argumenter, mais sur un point de vue qui n'est pas forcément le leur, à partir de questions simples et notamment de consignes simples comme la question 3, la différence entre migrants et réfugiés est-elle grande? On leur demande de justifier leur réponse par l'écriture d'une réponse en quelques lignes. Et également, question 4, le mot migrant est-il un terme politique? Et à ce moment-là, ils doivent justifier leur réponse. Donc, on est aussi sur la question de la représentation des élèves, mais à partir du texte de géographe, le travail des élèves est centré sur la réflexion. Le but, c'est de faire comprendre aux élèves que les termes employés dans la presse sont issus de représentations qui peuvent être liées à des débats politiques. Donc, on travaille finalement l'argumentation, mais il n'y a pas de mise en situation de débat pour les élèves. Alors, cette activité, elle est bien entendu inscrite au sein d'une progression et d'une progressivité des apprentissages qui est beaucoup plus générale. Là, vous avez l'extrait justement pour l'ensemble du thème et vous voyez que on est en fait dans le premier thème de géographie de l'année, dans la première partie du programme, mais que bien entendu, tout au long de l'année, on va travailler d'autres capacités, relever des informations, savoir lire un document, une série statistique, aussi illustrer par des exemples une idée, ce qui est important pour l'argumentation et aussi dans l'objectif pour les élèves qui continueront en voie générale de la réponse à une question problématisée. Donc, si on continue justement sur la question de la géographie et du débat, François Odigier soulève le fait qu'il y a une mutation des conceptions de la citoyenneté par le déplacement, par le changement d'une citoyenneté d'appartenance et d'obéissance à celle d'une citoyenneté individuelle et instrumentale, mais qui est aussi une citoyenneté de la liberté et de la responsabilité, ce qui fait que l'individu affirme finalement d'une certaine manière sa liberté et sa responsabilité, d'où l'importance pour nous dans nos cours de géographie, à travers cet exemple de la classe de seconde, de former les élèves au débat, bien entendu dans différentes disciplines, et pour la géographie parce que les notions de développement durable et de transition sont des questions politiques. Donc on est toujours dans cette question des acteurs qui ont des intérêts et des usages différents, donc de la question des conflits d'acteurs. Alors, le débat en classe qu'on construit progressivement,
peut amener à deux types d'obstacles chez les élèves. Le premier, c'est l'ignorance obstacle, c'est-à-dire que les élèves ont des difficultés à prolonger leur raisonnement parce qu'ils n'ont pas les connaissances pour le faire. D'où l'importance pour nous de leur apporter des connaissances et des savoirs pour finalement aller outre cet obstacle. Deuxième obstacle, celui de la certitude obstacle, c'est-à-dire que parfois les élèves vont rester sur des stéréotypes et à cause notamment d'informations qui sont largement diffusées dans de nombreux débats. Alors, je le répète, le débat met en lien avec d'autres capacités, est en lien avec d'autres capacités, permet de mobiliser ou de remobiliser d'autres capacités comme l'analyse de documents, la production d'un raisonnement géographique, etc., etc. Donc, ce n'est pas un outil qui s'ajoute, mais un outil au service des apprentissages des élèves dans le cadre du programme de géographie. Deuxième activité proposée, cette fois-ci, je demande aux élèves s'ils sont pour ou contre le nucléaire. Donc, on est dans une mise en situation, dans une tâche complexe. Vous avez les consignes au tableau. Ils doivent produire donc une affiche ou un discours, une publicité, dans le but de convaincre leurs camarades. Soit ils sont pour le nucléaire, soit ils sont contre. Cette activité dure 2 heures. Durant la première heure, vous avez une présentation des consignes et un travail en autonomie des élèves à partir du corpus que je leur propose. Durant la deuxième heure, il y a une présentation des travaux par certains groupes, environ 10, pour et contre le nucléaire, ce qui permet de développer un certain nombre d'arguments. Ce n'est pas la peine de faire passer tous les élèves, parce que ça peut être un peu fastidieux. Et les arguments qui sont proposés sont assez limités, puisque le corpus documentaire n'est pas infini. Ensuite, on garde 10 à 15 minutes pour faire une synthèse des arguments au tableau, pour et contre, mais sans donner finalement de, entre guillemets, bonne réponse, faut-il être pour ou contre le nucléaire. De nouveau, cette activité se place dans une progression annuelle. Cette fois-ci, on est sur la question spécifique sur la France, à la fin du deuxième thème de géographie, sur la question du nucléaire. Est-ce que c'est une réponse durable aux enjeux énergétique. Je vous ai mis ici le corpus documentaire. Vous avez des documents apparemment neutres comme une série statistique. Vous avez aussi des acteurs pro-nucléaires ou anti-nucléaires, des acteurs politiques, mais également des acteurs de la société civile comme l'ONG Greenpeace. Pour faire comprendre aux élèves que la formation à l'esprit critique, ça se construit, qu'on a le droit aussi de changer d'avis, durant ces 2 heures, au début de la première heure, je distribue le tableau que vous avez ici, où je demande aux élèves si, a priori, ils sont pour ou contre le nucléaire. Je vous ai mis les résultats pour cette année. Donc, sur une classe de 32 élèves, vous en aviez 12 qui étaient pour le nucléaire. À la fin de la première heure, je leur redistribue le tableau. À ce moment-là, je leur demande si à la suite du travail à partir du corpus que moi j'ai construit, est-ce qu'ils ont changé d'avis. Vous voyez finalement l'importance que ça illustre l'importance des connaissances qu'on peut apporter aux élèves, puisqu'il y a la moitié de la classe qui a changé d'opinion. Et ensuite, troisième moment, à la suite de la présentation de mes camarades, à ce moment-là, finalement, vous avez 23 élèves qui ont maintenu leur opinion, mais quand même 9 qui ont changé d'idée. Donc, dans la formation à l'esprit critique, là, on travaille sur la représentation des élèves, on confronte leur représentation à un savoir scientifique et on les forme aussi à accepter les autres opinions ou à conforter leurs idées ou à changer de point de vue. Je vous ai mis ici, je vous invite par la suite sur le site à aller voir justement des exemples de production des élèves parce qu'elles sont très riches et intéressantes. Mais je n'ai pas le temps là de m'y appesantir. Je vous ai mis aussi des exemples de production d'élèves qui sont finalement, vous le voyez, de qualité diverses, mais ça montre justement que l'important, c'est que les élèves ont réfléchi, ont pris part à ce débat. Et ça me permet de passer justement, alors vous avez ici une grille d'évaluation avec les critères de réussite, mais de passer à ma troisième activité, troisième moment du débat dans l'année, celui de la simulation des négociations internationales. Vous avez ici les capacités en lien avec les programmes qui sont travaillés, construire une argumentation géographique, construire une démarche géographique et la justifier, et également identifier les contraintes et les ressources d'une situation géographique. Cette fois-ci, on se place dans l'optique de la géographie prospective avec justement, comme le dit Laurence Fouache,
le fait que finalement, faire de la géographie prospective avec les élèves, ça permet de leur faire comprendre que les savoirs ne sont pas stabilisés, mais peuvent être discutés entre eux, discutés avec nous, toujours dans cette optique de construction d'une citoyenneté critique. À ce moment-là, par rapport à la formation à l'esprit critique, on insiste sur les capacités d'autonomie, d'évaluation de l'information et troisième moment du débat dans l'année. Donc là, les élèves vont confronter leurs interprétations à partir d'un débat qui est réglé avec l'objectif d'argumenter et de convaincre les autres. Notre rôle est un peu différent. On est là pour réguler finalement le travail en autonomie et on n'intervient pas dans les débats. Alors, vous avez ici une synthèse finalement de l'organisation de cette activité avec, pendant les 30 premières minutes, une mise en situation. Les élèves sont placés dans le rôle de délégués à la prochaine Assemblée des Nations Unies qui aura pour but de lutter contre les inégalités. Donc, ils représentent par deux un certain nombre de pays. Vous avez aussi 1 ou 2 élèves qui président l'Assemblée générale de l'ONU et les élèves vont véritablement débattre en plus petits groupes, pas en groupe classe, mais dans ce qu'on appelle des comités. Donc, si vous avez 3 comités, il faut 3 élèves qui dirigent ces comités. Les élèves vont d'abord rédiger un discours en coopération. Ce discours met en place la situation géographique du pays, c'est-à-dire qu'ils vont expliquer les inégalités de développement dans le pays qu'ils ont choisi à différentes échelles. Pour les aider dans leur recherche documentaire, je propose un certain nombre de sites internet, mais il n'est pas limitatif. Et à ce moment-là, pendant que les élèves travaillent, puisque ce travail se fait en classe, on va aller les aider justement à se poser la question des sources qu'ils vont utiliser. Alors, il y a différentes modalités pour le faire. Soit vous avez 4 heures, soit 5 heures, soit 6 heures, selon les organisations, puisque l'intérêt, c'est qu'à la fin, l'Assemblée générale se fasse en continuité. Donc, je vous propose ici 3 axes de travail qui peuvent être 3 comités, mais on peut en garder qu'une ou 2. Comment lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes, comment favoriser l'accès à l'éducation, ou comment favoriser la transition écologique dans le monde. Les élèves vont discuter finalement des résolutions. Les résolutions comportent différentes clauses, c'est-à-dire des actions, des propositions d'actions concrètes. En comité, en plus petit groupe, ou s'il n'y a qu'un seul comité en classe entière, les élèves débattent et l'intérêt pour eux, c'est d'aller convaincre pour obtenir la signature d'autres pays ou des co-signataires des résolutions. Bien entendu, ces résolutions ne peuvent pas aller à l'encontre du pays qu'ils représentent. Et à la fin, en Assemblée générale, les clauses qui ont été débattues en comité sont votées. Cette fois-ci, l'ensemble des élèves participent au vote. Vous avez différents types de réponses qui sont envisagées par les élèves, mais en général, ce sont des propositions d'aide internationale ou de sanctions internationales. Bien entendu, il y a des adaptations qui sont possibles, comme j'ai pu l'indiquer ici. Donc, pour conclure, en fait, nous allons centrer notre présentation autour de la formation à l'esprit critique. Et pour le collège, je redonne la parole à Nadège. Non, simplement pour vous faire observer que la formation à l'esprit critique, c'est un état d'esprit, c'est aussi des pratiques. Là, je vous ai encadré celles que vous pouvez explicitement reconnaître comme ayant été travaillées dans ma proposition, même si ce n'est pas exclusif. Et puis, on peut faire le comparatif avec ce qui a été travaillé dans les exemples que vous a présenté Alexandre. Effectivement, puisqu'on est dans une logique en fait de progression spiralaire entre le collège et le lycée, mais aussi dans des progressions annuelles. Et ce qui pourrait être rajouté, c'est un approfondissement d'un certain nombre de ces capacités et de rajouter davantage la confrontation des interprétations et l'évaluation de l'information à partir d'un travail de recherche en autonomie. Voilà, nous vous remercions pour votre attention. Merci à vous. Alors, s'il y a des questions dans le chat par rapport à la dernière proposition de nos collègues. C'est dans l'esprit de ce que propose le nouveau centre européen à la Madeleine. Donc apparemment, il faut un travail dans cet esprit-là. D'accord. Et oui, c'est aussi la question des propositions, c'est ce que, là c'est un premier degré, mais ce que le Parlement des enfants propose, enfin c'est un exercice qui est vraiment très intéressant parce que ça amène à se projeter véritablement dans ce qu'on a envie, ce qu'on voit comme un progrès possible, mais aussi dans la façon de le faire passer, dans la façon de faire avancer les choses et ça peut amener les élèves à réfléchir sur l'exercice de la démocratie, de voir comment on ne fait pas non plus complètement comme on veut, et qu'il peut y avoir des obstacles nécessairement. Donc ça, c'est vrai que
c'est vraiment très intéressant. Et puis, de redire que le débat n'est pas l'objet de l'EMC, que le débat peut être tout à fait, comme il a été démontré là, un objet qui permet d'articuler tout un tas de compétences et d'amener les élèves justement à se positionner sur une question et à vraiment développer une analyse. Si vous n'avez pas d'autres questions, l'idée vraiment là maintenant pour conclure, c'est de vous rappeler donc que tous les diaporamas seront à disposition sur le site HGC Créteil. Normalement, si tout a fonctionné, vous aurez aussi l'enregistrement du webinaire. Et puis, sur le programme EMC, oui, allez-y. Alors, si c'est pour avoir une compréhension du programme de l'EMC de collège, je ne m'engage à rien. Alors, par rapport à justement au prolongement, c'est ce qu'on voulait amener par la suite. Donc là, on a eu quelques propositions. Vous comprenez bien qu'en 2 heures, on ne peut pas vous proposer une programmation et des progressions globales sur l'ensemble des programmes. C'est l'idée en fait de ce groupe de travail qui a été mis en place, qui vont encore à nouveau travailler pour proposer un enrichissement et d'autres propositions. N'hésitez pas de votre côté, si vous travaillez en établissement, parce que vous avez bien compris que l'idée, c'est de vraiment pouvoir travailler en équipe, mais aussi dans le cadre de la liaison école-collège et collège-lycée. Si vous, de votre côté, vous avez mis en place des progressions, des progressivités et des programmations, à nous les envoyer pour les partager sur le site de l'Académie Créteil. Et oui, voilà, tirer sur la notion de liberté, bien évidemment. Là, on est vraiment, ça pourrait même s'intégrer en parallèle dans un projet de l'année, si on parle de la seconde, par exemple. On est vraiment dans cette réflexion-là. Et je reprends ce qui est sur la 5e, sur la question de l'égalité et sur la question du développement durable. On est au cœur des thématiques qui peuvent être travaillées en séance 5e, dans un programme en plus qui est compliqué parce qu'évidemment il est pensé par cycle alors qu'on a une structure par classe. Évidemment, la conséquence de cette complexité, c'est qu'elle vous laisse quand même une liberté très très grande dans la mise en œuvre. Donc n'hésitez pas là-dessus. Et je parle au nom de tous mes collègues. Du moment qu'on voit que vous tentez des choses pour construire la réflexion des élèves, même si des fois il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins bien, c'est quand même toujours beaucoup mieux que de rester sur quelque chose qui finalement est reste assez répétitif, etc. Donc du moment où vous tentez des choses, après peut-être qu'il y a des choses qui vont fonctionner, qui ne vont pas fonctionner, mais c'est vraiment ça qui est l'essentiel. Alors, donc sur le diaporama, donc on le mettra sur le site HGC Créteil, il sera mis en ligne, il sera mis en valeur avec les ressources que vont déposer les collègues et avec l'enregistrement si la technique n'a pas travaillé mon ordinateur. De toute façon, on informera les professeurs, on informera les équipes, et notamment sur les newsletters qu'on met tous les mois, tous les débuts de mois pour les professeurs d'histoire-géographie. Vous aurez le lien vers ces propositions, vers ces contenus qui seront régulièrement enrichis, puisque l'idée c'est de continuer cette réflexion année après année avec d'autres objets, avec d'autres programmes, avec d'autres moyens de mise en œuvre pour vous donner un maximum de pistes sur la façon de mettre en œuvre ces programmes, mais encore une fois, qu'on prenne les programmes de collège, qu'on prenne les programmes de spécialité, qui est difficile. Donc c'est normal qu'on s'interroge dessus, qu'on puisse récupérer des ressources, L'essentiel, c'est de s'interroger, parce que de toute façon, oui, construire ces programmes en faisant réfléchir les élèves, c'est difficile. Mais c'est ça qui est passionnant. Et donc, surveillez régulièrement vos boîtes académiques parce qu'effectivement, tous les mois, on vous envoie cette lettre d'information. Et c'est par aussi le biais de cette lettre d'information qu'on vous avertira de la mise en ligne et du lien direct pour aller retrouver ces ressources sur le site HGC de l'Académie Créteil. Ça nous refait dire que n'oubliez pas vraiment de faire fonctionner, d'activer votre boîte académique ou de faire une suite de votre boîte académique à votre boîte personnelle. C'est vraiment important. Voilà. Il est midi, donc nous vous remercions de votre attention et nous espérons que toutes ces propositions vous permettront d'aller plus loin dans vos réflexions et de retravailler un petit peu vos progressions. Merci à vous. Merci beaucoup.